Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à la troisième édition des rencontres de l'USCT. C'est toujours un plaisir d'essayer de faire bouger sa ville et de la faire connaître aussi à l'extérieur. C'est une émission au club, on n'est pas qu'un club de rugby, avec les copains, Dima, Morbija et tous les bénévoles qui s'activent pour que ce club avance. On ne veut pas sur le club de rugby, mais aussi un club qui fasse vivre sa ville et son environnement. Je remercie d'avance le maire qui nous rejoindra après. Nous bousculez aussi le président de la Comcom qui nous soutiennent sur ces projets. Merci aux partenaires, certains sont là ce soir, merci de nous soutenir ce projet. Ça s'inscrit dans la durée, c'est pas un feu de paille, c'est un travail de fond qui va durer plusieurs années, dans lequel on est engagé. Donc il y a parfois un pas en avant, deux pas en arrière, puis deux pas en avant à nouveau. C'est un travail de longue haleine qu'on mène avec tous les bénévoles et aussi les salariés, puisque c'est le parti qu'on a choisi d'essayer de travailler le fond des choses avec des salariés aussi qui aujourd'hui étaient au Champ-Olive et Rennes Normand étaient encore à l'école de Vignac, pour essayer de promouvoir pas juste le rugby, mais l'activité sportive. Évidemment le rugby, mais si les enfants font du sport, on pense que c'est construire un peu mieux comme jeune ou jeune femme. Donc les rencontres de l'USCT, c'est quoi? C'est l'idée d'amener à Terrasson des gens qui n'ont pas l'habitude de venir, parce que malheureusement tout le monde ne connaît pas Terrasson, c'est un grand défaut, mais c'est comme ça, et de faire partager, de leur faire partager leur expérience à nous, des noms du sport. Donc la première édition c'était Laurent Travers. À chaque fois, chacun partage son expérience. Laurent Travers c'était étant manager du Racing à ce moment-là sur management. Thierry Sautoir, on était plus sur des thématiques autour plus sociétales, disons, autour de l'inclusion, de ce qu'amène le sport, de l'ascenseur social que ça représente. Aujourd'hui, c'est un moment particulier parce qu'on va accueillir deux personnes qui comptent beaucoup pour moi. J'ai eu l'occasion de les avoir dans... Alors c'est un footballeur et un rugbyman. J'ai eu l'occasion de les avoir dans la même équipe, celle de l'équipe TV il y a quelques années, entre 2008 et 2012 à peu près. Et alors évidemment je connaissais leur carrière. Pour le rugbyman je le connaissais d'avant, dans ma carrière précédente. Mais j'ai découvert le footballeur que vous allez rencontrer ce soir. Et ce sont deux personnes qui ont pour point commun d'aimer les gens profondément, d'être authentiques. Quand je leur ai demandé de venir, ils m'ont dit pas de problème, juste tu nous donnes une date. Et il n'y a pas de questions ni d'argent, ni de quoi que ce soit. Ils m'ont dit on vient, tu nous donnes une date. Ce sont des gens qui n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Nous, on aime bien les gens comme ça, moi j'aime bien les gens comme ça, qui savent rendre aux gens ce que les gens leur ont apporté. L'homme est rugbyman, je le disais, 72 sélections en équipe de France, 2 grands chelems, Stade Toulousain, évidemment, j'ai fait en France plusieurs fois. Il est déjà venu à Terrasson à l'occasion d'un seul rugby en 2019. C'est Christian Califano, je vous demande de l'applaudir. Le footballeur que j'évoquais, c'est évidemment tout le monde le connaît également. Je dirais même, pardon Cali, mais encore plus que Cali dans les rues. Non pas qu'il soit plus grand qu'au bonhomme, c'est juste qu'on touche un sport qui touche tout le monde, ce qui n'est pas le cas du rugby. Champion du monde 1998, le 3 et 1, les 2 et 3-0, c'est lui. Et ce que j'aime bien, c'est pas tellement le but qu'on va revoir, c'est l'action. On est à la 92e minute de jeu, on part d'un corner du Brésil, il traverse le terrain, le soutient, et il marque à la fin, et je trouve que ça symbolise dans ce qu'il a d'engagement, de solidarité. On se souvient évidemment de Zidane en 98 parce qu'il marque les 2 buts de la finale, avant celui de la personne qui nous rejoint. Mais si vous regardez les matchs et que vous entendez l'époque, le meilleur joueur de la Coupe du Monde français, c'est lui. Et champion d'Europe également en 2000, grande carrière qui démarre à Monaco, très jeune, il part de sa Normandie natale, et puis il rejoint Arsenal avec qui il est champion d'Angleterre, il avait été avec Monaco champion de France déjà, Barcelone, Chelsea. C'est un immense sportif qu'on a la chance de recevoir ce soir à Terrasson, et je vous demande d'accueillir Emmanuel Petit.
leurs exploits, on regarde une petite vidéo. Nous sommes en direct de Murrayfield dans la banlieue d'Édimbourg et nous sommes à moins de 10 minutes du coup d'envoi du match du tournoi des Nations qui va donc opposer l'équipe d'Écosse à l'équipe de France. C'est le moment de la présentation des équipes. Je vous propose tout de suite de découvrir la composition de l'équipe de France qui va jouer cet après-midi avec au poste de pilier Christian Califano. Il est partout d'ailleurs, mais à 5 mètres l'avantage de la balle, c'est encore davantage efficace. Allez, bien moment. Elle est ouverte, charge de Tournaire. Alors là, il faut dégager la balle. C'est un petit peu dans la défense, on élargit, voilà. On élargit au gagne. Castagnette, la balle est pour Sadorné. Sadorné qui n'est pas plaqué, qui peut tenir, qui attend le soutien de ses avants. Elle est ouverte, la balle sera pour les Français, oui. Carbonneau maintenant. On passe pour Tabanier vraiment pour le soutien de Bagne. Oh, c'est dans les 7 Califano. Accordé, après un bon travail d'Olivier Magne à nouveau. Il est partout, Olivier Magne. C'est un essai de Califano et c'est le 4e essai de l'équipe de France. Voilà qui concrétise cette nette domination territoriale des avants. Alors que l'équipe d'Écosse, là, était à la rue. L'équipe de France mène 27 maintenant à 9. Califano, ça doit lui faire plaisir parce que tout à l'heure en rentrant au vestiaire, il faisait référence à son ballon tombé, il m'a dit j'ai fait une grosse cagade. Oui, mais il est pardonné hein, maintenant, c'est fait. Alors là, on vient de voir la bombe ballon que lui a donné Olivier Magne. Et Cali, à l'intérieur, percute deux défenseurs et est avec son ami Tournaire. Et c'est laissé accordé par M. O'Brien. On peut les applaudir. J'en profite pour saluer M. Jean Bousquet, le maire de Terrasson, qui est arrivé. Merci d'être là, Jean. Tout d'abord, je vais commencer. J'aimerais bien que vous me racontiez ce qui vous reste de tout ça, de vos années joueurs. Si vous vous replacez, soit sur un événement, soit comme joueur, quel est le premier ressenti qui vous vient? Déjà, bonsoir à tous. Content d'être avec vous et de passer ce joli moment. Et surtout de revoir ces belles images. Alors celles qui m'ont fait le plus vibrer, c'est pas la dernière, c'est la première, celle de Manu, parce que c'est quand même... À chaque fois que je fais la réflexion, je me dis, quand tu arrives dans une action comme celle-ci, quand tu arrives sur les derniers instants que le film passe et tu sais qu'il va se passer quelque chose de parfum que ça doit avoir. Je pense que lui aussi, bon, il va en parler, je ne vais pas pour lui, mais c'est vrai que quand tu me poses cette question, qu'est-ce qui nous reste? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. De l'émotion, des souvenirs, et aussi de l'histoire. Parce que quelque part, chacun a une période bien donnée où à un moment, voilà, on a pu faire des choses énormes. Énormes parce que c'était toujours pareil, c'est collectif, c'est des garçons qui avaient envie d'écrire de belles pages du sport. Et puis ça fait toujours plaisir, mais il y a toujours, voilà, au fil du temps,
rien ne s'efface, au contraire, mais je trouve qu'on garde encore une fois, et même de temps en temps, des petits souvenirs comme ça. Alors ça va être un match, comme on l'a vu ce soir, une petite image contre l'Écosse, ça peut être une demi-finale, alors je ne vais pas trop en parler, une demi-finale douloureuse contre l'Afrique du Sud, en 1995, on passe à l'arbitre évidemment. Mais voilà, c'est ces grands moments, et je trouve que c'est ce qui nous accompagne et ce qui nous fait grandir depuis la fin de cette carrière. C'est-à-dire que ces grands moments nous ont poussé à devenir peut-être différents, à voir les choses un peu différemment, et puis surtout, tu disais en préambule, quand tu nous as présenté, d'aller vers les gens. Voilà, c'est peut-être ce qui fait aussi notre force, c'est cette partie d'être ouvert, de partager, d'avoir cette communion avec les amoureux du rugby, on va dire. Manu, en même temps, je me disais, qu'est-ce qui te prend à la 92e de se dire, parce que le match est quasi gagné, déjà, je pense que vous savez, qu'est-ce qui fait que tu dis, je sais pas, on ne mesurait pas la VM à ce moment-là, mais tu dois être à 100% dans la 92e, le dernier match de la Coupe du Monde, tu t'es préparé pendant deux mois, un mois de compétition, et t'es là, tu cours comme un... Je sais pas, t'as envie de... Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là? Déjà, bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis très content d'être là ce soir, parce que je vous aime beaucoup. Voilà. Et on a passé une super journée. Voilà. On a passé le temps avec le rendez-vous, on a rencontré plein de gens très gentils. Ça nous change beaucoup de Paris, merci beaucoup. Qu'est-ce qui me reste de ça pour répondre à ta question, c'est que la dernière fois que j'ai vu mon pays heureux, c'était en 98. La dernière fois que j'ai vu un pays uni, dans la fraternité, sans se soucier des barrières sociales, ethniques, religieuses ou politiques. C'est la dernière fois que j'ai vu vraiment mon pays soudé, avoir une unité nationale. Et malheureusement, le sport, c'est le seul bastion qui procure justement ce rassemblement populaire où on peut déclarer sa flamme à son pays, son patriotisme. Et c'est pour moi que c'est quelque chose de très important. Je viens d'une famille où, de génération après génération, on est tous patriotes. On est dans les Marines, dans l'armée, dans l'éducation nationale. Tous mes cousins, toutes mes cousines, mes oncles, tout le monde. Donc on a ça dans le sang en fait. Donc ça représente beaucoup pour moi. C'est pour ça aussi que je me suis emporté la semaine dernière à la radio avec un supporter. Ça t'arrive en reparlant. Non, mais il y a des choses sur lesquelles moi c'est trop important pour moi. Donc pour répondre à ta question. Ouais, parce que c'est à ce moment-là, 92e, c'est pas le patriotisme tournant que... D'ailleurs, peut-être me prendre pour un... Comme souvent dans le milieu du football, on m'a souvent considéré comme quelqu'un à part. J'ai fait un rêve prémonitoire quand j'avais 10-11 ans, donc quasiment vos âges. Et j'en avais parlé d'ailleurs avant que la France soit désignée comme organisatrice de la Coupe du Monde 98 par la FIFA. J'avais fait des interviews dans la presse, à mes débuts dans le monde professionnel. J'avais dit que la France allait organiser une Coupe du Monde et elle allait gagner une finale contre le Brésil 2-0. Pourquoi je suis parti comme un dératé? C'est parce que, déjà, c'est mon pote Patrick, on était un tandem précieux à Arsenal, et sur le terrain et en dehors, nous sommes quand même relativement proches. Et ça me faisait plaisir justement de conclure cette action, même si c'est Lucas qui l'a initié. Parce que Patrick, pourquoi? Parce que dans ce match-là, il y a un expulsé, et je suis obligé de redescendre en défense centrale au marquage de Ronaldo, le Brésilien, pas le Portugais. Et à quelques minutes avant la fin du coup de sifflet final, je me tourne vers mon collègue de la défense centrale qui était Franck Leboeuf, et je lui dis, Franck, on est espacé de à peu près de 6-7 mètres, et je lui gueule dessus parce que vous imaginez le bois qu'il peut y avoir dans un stade de France, à quelques minutes de la fin, on menait 2-0, tout le monde s'orientait vers un succès. Donc on avait beaucoup de mal à communiquer sur le terrain, et je lui gueule, Franck, mon rêve pour une victoire est en train de se réaliser. Il me regarde, il me dit mais je comprends pas ce que tu me dis, d'ailleurs il a bien raison, puis on devait se concentrer sur le match. Donc pourquoi je suis... Parce qu'il y avait Patrick dans l'action, et puis quelque part, il y avait une petite voix au fond de ma tête qui m'a dit Malik, vas-y. Même si tu es défenseur central, même s'il reste 2 minutes à jouer, même si on mène 2-0, j'avais quelque chose, je ne pourrais pas l'expliquer, au fond de moi qui m'a dit Malik, vas-y. C'est ton moment. Oui, et d'ailleurs, quand tu vois comment je sprint depuis la défense, Je sais qu'il va se passer quelque chose. je me dis qu'il va se passer un truc. Et je ne peux pas rater cette opportunité en fait. Donc, et quand je vois Patrick prendre le ballon, je cours encore plus vite.
parce que je me dis, ça me rappelle les tandems avec lui, Arsenal, on gagne de doubler quelques semaines auparavant, en fait. Et tout ça s'entremêle rapidement, et en quelques secondes, en fait, je n'ai pas le temps de réfléchir, et je me dis, à l'instinct, j'y vais. Quels sont les, selon vous, parmi deux équipes qui ont déclenché 97-98, Manu, dans son inclinement, et puis vous gagnez 2 ans après. En gros, quelles ont été les recettes du succès de ces équipes-là? Et encore plus important, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à répéter? Est-ce que je prends l'exemple de l'équipe de France ou je peux prendre celle du Stade Toulousain? Non, ça peut être des ingrédients de la réussite dans ce sport. Alors moi, je vais partir dans un premier temps avec celle qui me semble la plus probable, c'est celle en club avec le Stade Toulousain. Il faut savoir que dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, je parle vraiment pour les puristes, c'était pas le Stade Toulousain que vous avez aujourd'hui. C'était une équipe parmi tant d'autres qui se faisait massacrer tous les week-ends, qui prenait 30 points. Les années 80. 90, début des années 90. Et c'est vrai que c'était une période pas facile parce qu'il a fallu gérer ça autant sur le plan sportif que tout le reste. Et justement, c'est comment justement on redresse la barre. C'est ça qui était intéressant. Et en fait, ça a été fait par une initiative déjà par 2 garçons extraordinaires, c'est Christophe Bello, qui a marqué aussi ce club, qui est en numéro 10, et Albert Sigalien, qu'on appelait la garde de Matavio pour le triage des ballons. Voilà. Et c'est vrai que ces 2 garçons ont été prépondérants au succès du Stade Toulousain dans les années 90, et je me rappelle comme si c'était hier. Donc on finit cette saison 92-93, pas flamboyant, je me dis arrêtez quoi, parce que c'est une catastrophe. Et puis c'est le fait de construire ensemble, le côté unité, quand on dit voilà l'esprit d'équipe c'est bien, c'est super, on parle de beaucoup de choses quand tout va bien, mais justement c'est quand tout va bien, comment on arrive justement à consolider, à construire. Et je trouve qu'on s'est tous regardés, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait? On quitte le navire, parce que c'est vraiment la meilleure option, et puis voilà, chacun va partir du Stade Toulousain, alors en fait le Stade Toulousain, j'ai failli partir pour 2 raisons. La première sportivement parlant, et la deuxième parce qu'on traversait aussi une période crise financière. On revient, pardon, je t'ai fait derrière du... Non, c'est bon, je revenais, t'inquiète. Et sur la... C'est je dis, mais bon, okay. Sur la partie administrative et surtout financière, c'était pas un club, voilà, tu avais un trou de 10 millions de francs à l'époque, c'était beaucoup, voilà. Et justement, on s'est dit quoi? Parce que on quitte le navire, et puis chacun fait sa vie de son côté, on assume nos responsabilités et les responsabilités du club, et on va sauver ce club. Et en fait, c'est ce côté un peu, on va essayer de construire quelque chose ensemble. Là, c'était, ok, on va le faire, mais comment on va le faire? C'est ça qui était intéressant, parce qu'on était vraiment, comme fois, pour être très transparent, à la ramasse. Les équipes, elles ne nous respectaient pas, on jouait les mecs qui se foutaient de notre gueule. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui peut nous aider vraiment à reprendre un peu le dessus, et surtout à être au niveau, et voir plus que ces équipes, qui à l'époque, marchaient sur le championnat. Et en fait, on a compris que finalement, à travers cette période qui était difficile et délicate pour tous les joueurs, on s'est construit. C'est-à-dire qu'avant on faisait peut-être 2 heures d'entraînement, maintenant on en faisait 3. Avant on faisait peut-être 1 heure de mêlée, maintenant on en faisait 2. Et en fait on s'est aperçu que finalement, au fil du temps, on a commencé à trouver des automatismes, on a trouvé de la confiance, surtout ça c'était hyper important, et on a commencé à enchaîner une victoire, 2 victoires. Et puis on a su construire l'ADN un peu du Stade Toulousain, qu'on avait peut-être perdu, même si elle existait encore. Hein. D'ailleurs, on le dit souvent, je le mets au Toulousain, mais voilà, quelle était l'ADN de ce sport? Justement, de construire, d'être bon offensivement. Et ça, c'est facile, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire il faut être bon en conquête, il va falloir matraquer les mecs, même si on n'avait jamais eu l'étiquette d'équipe agressive ou de mauvaise mentalité. Mais c'est ce qui a construit. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est quand on finit l'année, et surtout l'année 94, on est champion. Et là, on peut dire, super, on s'arrête, c'est super, on a réussi, c'est l'aboutissement, tout le monde est content. C'est le premier titre depuis les années 80. Depuis les années 80, premier titre. Et là, voilà qu'on a à la tête de cette équipe une personne qui s'appelle Guinoès. Et je me suis dit, quand même, il va être content, c'est sympa pour lui, il est content, il va regarder ce club. Il a dit, les gars, je ne m'arrête pas là. Là, il y aura de questions. Et c'est ça, pour revenir à ta question justement, Benoît, c'est de dire comment on repart. En fait, c'est le goût de cette victoire, le goût de l'aboutissement, de l'exigence, d'aller plus loin et de dire, est-ce que j'ai vécu, j'ai envie de le vivre 2e fois. Ça devient une petite drogue avec de l'adrénaline et tu te dis, si je l'ai réussi 1 fois, je peux le réussir 2 fois. Et on réussit 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, après, malheureusement, on perd.
Mais je trouve qu'en parlant ce matin avec Manu, ce qu'il a vécu lui aussi dans le foot, nous on l'a vécu à notre époque aussi dans le rugby. C'est vrai ce que tu dis, et ça rend bien l'équipe de France, l'analogie est sympa parce que l'équipe de France, on ne se souvient pas qu'en 93 il y a un traumatisme que tu as vécu. Donc la non-qualification à la Coupe du Monde aux États-Unis avec les défaites contre la Bulgarie et avant le Chili, où la défaite contre Israël. On parle de 1 sur 6 et on joue le match à domicile. Ouais, c'est ça. Et en fait, le succès de 98, il se construit aussi sur les ruines de 93. Et Jacquet reprend la succession juste avant, après ce fiasco, et décide de faire table rase du passé. Et 80% on va dire, des joueurs qui composaient cet effectif à l'époque passent à la trappe, partent avec l'O1 en fait. Et je fais partie de l'O1 alors que je suis le plus jeune joueur de l'effectif. Donc je vis très très mal en fait. Et je suis parti en dépression pendant 2-3 ans. Et je ne voulais plus jouer au football en fait. C'était à l'époque aussi, il y avait la corruption olympique de Marseille. Donc tout ça me faisait dégoûter un petit peu du milieu, donc je m'entraînais plus, je n'étais plus professionnel dans la vie. Jusqu'à un jour, je suis revenu et là, je suis revenu comme un lion en fait. Mais pour revenir à la question en fait, nous, quand on a gagné la Coupe du Monde 98, une bonne partie de la presse française sportive nous balançait aux orties, nous disait que finalement vous avez été oui, quoi, super. Oui, on a très mal pris nous les joueurs parce que nous on a tout fait sur le terrain pour gagner la compétition et gagner les matchs qui se présentaient. Et on ne comprenait pas à chaque fois pourquoi on rabaissait ou on dénigrait un petit peu cette épopée collective qui en plus on a pris dans notre giron justement des millions de Français. Ils sont arrivés sur la pointe des pieds et puis à la fin ils ont pu foncer à la porte. Si je prends par exemple le départ de Carfontaine le jour de la finale, c'est juste magique, j'en ai la chair de poule quand je vous en parle. Moi quand je vois des images comme ça, moi j'ai envie de pleurer en fait. J'ai envie de pleurer de bonheur parce que... Oui, non, j'ai envie de pleurer parce que les gens étaient heureux à cette époque-là. Il y avait le nombre de personnes qui pleuraient quand on parle de Clairefontaine, les gens étaient sur la route, un peu à l'image du Tour de France. Ils étaient sur des abris de bus, sur des arbres, sur leur voiture. On avait des centaines de scooters qui nous suivaient avec des escortes policières. Les gens s'arrêtaient sur le bas de côté. Comme vraiment le Tour de France, on nous encourageait, on voyait toutes sortes de personnes, toutes générations confondues. On voyait des personnes âgées en train de pleurer, des gens en train de pleurer. Et c'est marrant parce que les Jacquet, quand on arrive au Stade de France, il nous dit « je n'ai pas besoin de vous parler. Regardez le regard des gens, l'amour qu'ils vous envoient, l'espoir dans leur regard. » Et nous, il y avait un silence de mort dans le bus. Alors que d'habitude, les gars parlent, rigolent, plaisantent, ça se chambre. Un silence de mort. Tout le monde était scotché à sa fenêtre en train de regarder ce qui se passait à l'extérieur. On se nourrissait de ça avant d'arriver à la finale, en fait. Ça nous donnait un pouvoir incroyable, comme si on était indestructible, en fait. On était porté par des millions de gens. Nous, pourquoi on a enchaîné avec l'euro? Parce que les critiques sont abattues sur nous avant, pendant et après la compétition, notamment la fameux journal. Ça nous a galvanisé en fait. Et on l'a pris vraiment, notre orgueil, on a pris un coup en fait. On s'est dit, mais comment dénaturer quelque chose où des millions de Français se sont reconnus dans cette équipe qui symbolisait justement la France de la grandeur. Et nous, on ne comprenait pas ça. Donc on s'était dit, vous savez, l'euro, généralement, est plus compliqué dans le point de vue sportif en termes de qualité qu'un mondial. Et effectivement, l'euro, pour moi, je pense qu'il est supérieur en termes de qualité qu'un mondial. C'est plus homogène et tu rencontres vraiment l'essence même de la concentration de talent est en Europe, même si les Sud-Américains jouent en Europe. Et on s'était juré, on va tout faire pour gagner l'euro et réaliser ce que seulement 2 nations ont fait dans l'histoire du football, gagner un mondial et un euro, ou un euro et un mondial dans la foulée. L'Espagne l'a fait par la suite. Donc il y a 4 nations à l'heure actuelle. Et donc quand on est arrivé en Belgique et aux Pays-Bas, puisque c'était 2 pays qui organisaient l'euro 2000, on avait une faim, on avait les crocs qui avaient parqué, on n'était pas rassasiés. Les victoires amènent les victoires, mais je dirais que si tu n'as plus faim de victoire, tu es sûr que tu vas droit vers la défaite. Et donc c'était à la fois un
engagement collectif, mais également une façon de faire taire toutes les critiques et de mettre même le plus réticent, lui faire changer d'avis en fait. D'ailleurs, ça se sent dans les images de la finale, après la victoire. Autant 98, il y a une espèce d'euphorie, autant 2000, c'est plus sobre. Ouais, c'est plus sobre, et puis une espèce de boulot est fait, maintenant fermez vos gueules et... Un peu ça, oui. Et nous, on avait un sentiment, d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on n'a plus rien fait. Parce que même si on est allé à la Coupe du Monde en Corée en 2002, on s'est fait éliminer lors des phases de groupe, lamentablement, parce qu'on a dérogé à des principes qui étaient pour moi trop importants pour arriver à l'excellence dans le sport. Et c'est pour ça que c'est parti en sucette. Donc, sincèrement, pendant 5 ans, on a régné sur le monde entier, avec toutes les équipes qui se présentaient. Plus personne ne voulait jouer contre nous. À un moment donné, on n'arrivait même plus à trouver des équipes pour faire des matchs amicaux, tellement c'était devenu compliqué. Mais nous, en tout cas, on sait que pour arriver au succès ou dans n'importe quelle branche professionnelle, je pense que c'est à la portée de n'importe qui. Y rester, c'est beaucoup plus compliqué. Justement, pour revenir juste sur les ingrédients de la victoire, tu as évoqué, c'est après-midi, on allait rendre visite à l'invitation du CAB. Vous avez eu l'occasion de discuter avec quelques joueurs et tu as évoqué dans les ingrédients du succès le cas de Zinedine Zidane, mais sous une forme, en gros, il y a un talent au-dessus des autres nécessaires dans une équipe. Mais c'est pas au devant de l'équipe. Contrairement à ce qui se passe dans le football moderne d'aujourd'hui, où on place toujours les individualités au détriment du collectif. C'est encouragé à la fois par la presse, mais également par monsieur tout le monde. On individualise en permanence justement la performance de leur collectif. On regarde Manchester City en foot, par exemple, c'est le contre-exemple. Oui, et c'est pour ça. Le contre-exemple, celui qui gagne est encore celui qui... Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui jouent en équipe. Chaque année, les vainqueurs des grandes compétitions, ce sont ceux qui jouent et qui restent une équipe, une unité collective. Et alors, vous étiez à quel point à ce moment-là l'unité collective, qu'est-ce qui faisait que vous l'étiez? Qu'est-ce qui faisait que un Deschamps, c'est pas tout à l'heure ce que je disais. Et mais Jacquet, quand il arrive à un moment donné, quand il arrive dans le vestiaire, il n'avait même plus besoin de nous parler. On était dans l'autogestion. C'est-à-dire que chaque joueur avait une grande ambition personnelle, mais au service du collectif, mais en même temps, on ne supportait pas les comportements égoïstes. Ça veut dire qu'il y a une maturité dans le vestiaire. Ah oui, je ne vais pas vous raconter certaines anecdotes. Vas-y, non, je ne dirais pas dans ce sens-là. Mais je peux vous assurer qu'à maintes reprises, il y a eu des explications de texte dans le vestiaire et le staff, souvent, sortait du vestiaire pour nous laisser gérer la situation. Parce que des fois, quand on voyait des comportements qui n'allaient pas dans le sens du collectif et que c'était devenu trop individualiste, tout de suite il y avait une sanction qui arrivait de la part des joueurs eux-mêmes au sein du vestiaire. D'ailleurs, c'est intéressant que tu racontes une anecdote sans citer le joueur, parce que tu l'as raconté dans Europe 23. Mais la recette du succès, c'est une maturité de vestiaire aussi, dans le groupe en général. Et tu cites un exemple. Oui, on pourra en parler sur justement le comportement qu'il faut avoir dans le vestiaire. Mais pour reprendre un peu ce que vient de dire Rémi, c'est surtout pour montrer cette envie de gagner. Souvent, quand il dit justement, on s'est battu contre tout le monde, je pense que ça a été le cas de toutes les équipes et peu importe le sport. Si on reprend un peu aussi l'épopée de 95 en Afrique du Sud, il faut savoir qu'on fait des buts de tournoi catastrophiques. Mais vraiment catastrophiques. Sauvé par Emile Ntamak avec si on rentre dans la Coupe du Monde, oui, mais juste avant le tournoi à l'époque c'était le tournoi des Nations, tu te dis, là la presse a commencé, alors c'est pas pour cracher sur la presse, mais c'était aussi peut-être le jeu, de dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la Coupe du Monde, sachant que quand on regarde toute l'histoire de la Coupe du Monde, on fait un match approximatif contre le Tonga, on gagne évidemment contre la Côte d'Ivoire, et puis on passe, comme tu viens de le dire, à derniers instants sur un essai de Emile Ntamak pour pouvoir sortir de ce poule. Mais comment s'est construit ce groupe pendant la Coupe du Monde? C'est toujours pareil, c'est de se dire les choses, ça c'est important. C'est-à-dire qu'on parle souvent de communication, mais d'avoir cette transparence, de dire justement, voilà, t'as pas été bon, t'as pas fait ce qu'il fallait, parce qu'on parle notamment, je parle beaucoup pour les gros, pour les deux devant, c'est-à-dire qu'on a besoin de liens, là l'affectif qu'on doit avoir, c'est surtout quand on est dans un secteur qu'on adore, celui de la mêlée, c'est toujours pareil, il y a des liaisons, et on sent vraiment, dès le départ, si le gars est avec toi, on sent que c'est pas plein de choses. Et je trouve que c'est ce moment où on est dans l'adversité, où justement on se cherche un petit peu,
c'est de construire cette confiance ensemble. C'est de dire Qu'est-ce qui a fait que les coachs aimaient le côté Guidoès ou même bien le côté Didier? Qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est pas une qualité de vestiaire. en fait, des fois, il n'y a pas besoin, je pense que non, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir. Mais ça veut dire qu'il y a des gens dans le vestiaire qui sont capables de se faire écouter. Parce que tu peux aussi avoir, toi, boss, machin, tu dis. Je donne un exemple sur des capitaines. J'ai pas mal de capitaines, j'ai Philippe Saint-André, j'ai eu aussi Fabien Pelouse. Et c'est vrai que chaque capitaine a sa façon de voir un peu les choses, de préparer aussi son équipe au match, à cet événement, alors que ce soit un match au Stade de France, que ce soit un match en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que chaque discours est différent. Tu peux avoir bien sûr un Philippe Saint-André qui vient te coller, qui vient te rassurer. Et tu as bien Fabien Pelouse pour ceux qui le connaissent. Fred Fabien, tu regardes dans le vestiaire, juste avant le coup d'envoi, tu te dis, bon, il va quand même tu vois, de faire, je ne sais plus, de monter un peu en pression. Et en fait, il a cette façon de regarder, on y va. Et tout était dit, tu vois, c'était, voilà, on y va, on est du charisme. Il faut du charisme, surtout, il faut de la prestance. Parce que qui faisait ça, alors, juste, pour revenir, je ne vais pas citer le nom, parce que si tu dis on y va, et que lui, il n'est pas parti, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais je crois que c'est aussi la responsabilité d'investir, le fait d'assumer voilà, son rôle de capitaine, mais aussi, quand tu arrives à un stade, c'est pour ça que je reviens ça à la question de dire, bah, justement, quand il y a des comportements qui sont un peu différents, ou qui ne respectent pas justement pour un manager, je trouve que c'est top quand tu sais que ton équipe va justement œuvrer ou se charger de ce petit truc. Pour ne pas citer le nom du joueur, Non, je ne sais pas. non, je ne vais pas le citer. En fait, on a un gars avec qui j'ai joué, qui en fait, par la fin hivernale, avait pris une semaine de vacances, comme tout le monde, il avait droit qu'une semaine. Et en fait, lui, il était parti un peu loin, et il avait écrit quand il était parti loin, il lui fallait 2 semaines. Et vous aviez à l'époque, bien sûr, Guidoès qui rentre dans le vestiaire, qui dit, il est là? Non, il n'est pas là. Ah bon, j'ai dit, tiens, il se fout de ma gueule ou quoi? Il dit rien. Et là, il me regarde, Guidoès, il me dit, ça, c'est pas mon problème, les gars. Moi, c'est le vestiaire, c'est pas le mien. Débrouillez. Quand il est rentré, l'autre, c'est mon ami en plus. Il dit, les gars, c'était super, 2 semaines. Et là, à l'époque, c'était Franck Lebeau qui était capitaine. Il dit, ça va, c'est même passé les vacances. Alors, quand tu es un peu fatigué, parce qu'on sent que le décalage horaire t'a pas fait du bien, on te remet 1 semaine de plus. Et je trouve que c'est la force d'investir. Ce que tu dis pas, c'est que c'était la semaine de sélection. La semaine de sélection pour le tournoi des destinations. Je peux vous dire que quand on arrive à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Mais c'est toujours pareil, c'est la force. Donc c'est une manière aussi de créer la maturité dans le vestiaire. C'est surtout de dire, quand tu es joueur, quand on arrive à ce type de comportement, tu te dis, là, je vais finir. Et j'ai trahi le groupe. Comme quand tu prends un carton rouge, bon, je peux la passer pour en parler, mais je te dis, là, j'ai fait une connerie. J'ai trahi le groupe. Et c'est dur parce que je crois que, bien sûr, on est à citer un très grand joueur. Quand tu fais une connerie comme ça, c'est de regagner la confiance du groupe. C'est ça qui est difficile. Parce que tu la gagnes comment? Parce que le mec, tu lui donnes un Moraco à 3e mi-temps. Allez, gars, c'est pour moi. Il s'en fout. Est-ce qu'il a dit quelque chose, Iso, après son carton rouge en 90 minutes? On n'avait pas cité Zizou, c'est toi qui l'as cité. Le carton rouge contre l'Arabie Saoudite, c'est une forme de Cali qui a eu ça lui. Il y a eu d'autres cartons rouges en 98. Il y a eu Marcel également, il y a eu Laurent Blanc. On a eu 3 expulsés. Donc, c'était quoi la question? Non, la question c'est parce qu'il y a comment le groupe a réagi, c'est les cartons sont différents. Alors, celui de Zizou, donc c'est pas un fait de jeu, c'est flatté. Voilà, et puis il y a une réaction épidermique et il saute à témoin sur le joueur de la Donc effectivement, c'est un peu à l'image d'après les retours que j'ai eu en 2006 en finale. Lorsqu'il se fait expulser contre l'Italie, après son altercation avec Materazzi, je sais qu'il y a des joueurs qui sont allés voir dans le vestiaire qui lui ont dit ce qu'ils pensaient de sa prestation juste avant, alors qu'il avait été immense sur le match précédent. Donc Zizou, il n'avait pas besoin de parler. De toute façon, c'était un taiseux, Zizou, dans le vestiaire, il ne parlait quasiment pas, il s'exprimait sur le terrain, dans le pied, c'est tout ce qu'on lui demandait, c'était sa meilleure façon de dialoguer, c'était justement de faire l'amour à l'homme. Vous avez évoqué Guidoès, Yannier, j'aimerais quels sont les hommes qui vous ont fait avancer? Arsène Wenger, bien sûr. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont changé chez vous? Bon, Arsène, en plus, c'est une longue histoire, mais en quoi ces hommes ont compté et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté pour faire avancer?
Arsène est venu me chercher au centre de formation à l'époque où il y avait la grosse effective AS Monaco qui était à l'infirmerie et il jouait des échéances importantes à la fois en championnat mais également en Coupe d'Europe. Et quand il est venu me chercher, je n'étais pas encore professionnel, il m'a dit tu vas venir dès demain t'entraîner avec les pros. C'était à l'issue d'un match avec la 3e division de l'AS Monaco, on jouait un match à Nice, dans la banlieue de Nice. Et c'était la première fois, une des rares fois, il était venu un dimanche matin assister au match. Donc il y avait une rumeur qui avait circulé rapidement dans le vestiaire et tout le monde était un petit peu sous tension, tendu, en se disant l'entraîneur de l'équipe 1 est là pour nous superviser. On savait qu'il y avait des problèmes avec l'équipe 1. Donc à l'issue de ça, donc, je me retrouve incorporé. Donc, pour la faire vraiment brève, Arsène a été pour moi un père, un entraîneur, un confident, un ami et des fois aussi on s'engueulait copieusement. Et en fait, il m'a permis de découvrir. Il y avait toujours cette phrase qui m'a toujours interpellé, c'est qu'avant de travailler sur le joueur, il faut connaître l'individu. Donc il faut savoir avoir une dimension humaine pour le mettre en confiance, mais dans un cadre dans lequel il va respecter justement ses engagements et ses responsabilités. Et Arsène savait que j'étais un écorché vif très jeune, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la police quand j'étais adolescent. J'ai eu beaucoup de problèmes également dans tous les établissements scolaires où j'allais parce que j'étais un bagarreur, je me battais tout le temps. Et ce qui fait que cette colère, j'avais du mal à l'évacuer. Le sport m'a permis justement d'évacuer tout ça, il m'a permis de me construire en tant qu'individu. Et malgré tout, je n'étais pas très sociable. Je ne parlais à personne, je restais dans mon coin, j'étais plongé à la fois dans la musique et la lecture, j'écrivais énormément, j'écrivais beaucoup. Donc, presque comme un journal quotidien. J'ai toujours adoré lire et écrire. Et Arsène a vu que... Je vais vous donner un exemple tout con. Je fais mon premier match en pro au Stade Louis II, en championnat, contre le FC Sochaux. À l'époque, le FC Sochaux jouait les premiers rôles en championnat et était le plus grand club formateur du foot français. Il avait à cette époque-là beaucoup de joueurs qui composaient l'équipe de France, notamment Stéphane Paille. Le rôle était Stéphane Paille et à son âme. Et c'était un buffle sur le terrain. Moi j'étais un jeune novice, voilà. Et je sors de ce match-là, on fait 0-0, je suis l'homme du match. J'avais compris comment tu pouvais lire un homme d'un match lorsqu'il y a 22 acteurs sur le terrain. Même moi je suis incapable de te dire quel était le meilleur, sauf si tu marques un but. Bref, le lendemain on arrive, c'était une journée comme celle-ci, ensoleillée, magnifique. J'avais tout pour être heureux, j'avais fait une bonne partie de la veille pour mon premier match en pro. Franchement, j'avais tout pour être heureux, pour avoir le sourire, et je n'étais pas heureux en fait, je n'avais pas le sourire. Et j'étais un petit peu à l'écart, je m'étirais à l'écart après le décrassage. Et il arrive à côté de moi, et il me regarde, et il me dit « Manu, ça va ?» Je dis « Ça va ?» Il dit « Non, ça va pas ?» Je dis « Si, ça va ?» Et il dit « Écoute, il faut qu'on parle. » Et moi, je m'attendais à ce qu'il me fasse un débrief du match de la veille, que je m'entraîne plein la tête. Et là, il me regarde, il me dit Manu, d'après les sources que j'ai, tu sors jamais, tu vois personne, tu n'as même pas 18 ans, et tu vois personne, tu n'as pas de copine, on ne te voit jamais en boîte de nuit, tu ne vois jamais dans les bars, tu sors jamais au restaurant. Et je le regarde, je laisse parler, puis je le coupe, je fais excusez-moi coach, mais vous voulez en venir où exactement, parce que j'ai du mal à saisir. Et il me dit, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles en boîte de nuit, il faut que tu vives tes années d'adolescent, il faut que tu découvres le monde est magnifique, quand on a la possibilité de regarder dans le bon sens. Et je lui dis, le problème c'est qu'on ne m'a jamais éduqué dans ce sens-là. Moi j'ai toujours vu la noirceur justement de l'être humain, et j'ai vécu beaucoup de traumatismes et de tragédies autour de moi. Et il me dit, oui, mais ça fait partie de l'humanité. Il me dit, disons, si je vous comprends bien, coach, vous êtes mon entraîneur, vous me demandez d'aller te sortir. Je suis raisonnable, tu ne vas pas rentrer pour à 7h du matin tous les jours. Je dis non, mais après, me connaissant, parce que moi je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je fais les choses et quand je commence à les aimer, je suis à fond et c'est même. Je dis non, voilà. Parce que si tu veux te découvrir le joueur que tu peux être sur un terrain, il faut déjà que tu arrives à te découvrir toi-même. J'ai le sentiment que tu es dans un carrefour, dans une impasse aujourd'hui, et que tu as besoin qu'on t'oriente, qu'on te guide. Arsène a été pendant toutes ces années un confident. Le nombre de fois, quand il était entraîneur Arsenal, il m'a pris à part.
Il m'a donné des gages de confiance extraordinaires. Petite anecdote. À l'époque, quand j'étais à Arsenal, je fréquentais une femme qui est tombée enceinte. Et elle a voulu se faire avorter. Et c'est interdit en France. Donc elle est partie dans un pays étranger. Moi je le vivais très très mal. Je me rappelle, on est parti en train de Londres pour aller jouer à Birmingham. Je crois que c'était à Aston Villa. Moi je suis pas important. Et il voyait que j'étais un petit peu dans mon coin, il avait le casque, le Walkman, et je parlais pas. Et il vient me voir, il me dit viens, il faut qu'on parle. Donc on se met entre deux wagons, et il me dit dis-moi ce qui se passe. Je lui raconte l'histoire, il me regarde, il dit attends. Il appelle l'intendant du club, il lui dit viens voir. L'intendant arrive, il lui dit quand on arrive à Birmingham, tu lui prends un billet d'avion. Et il lui dit moi pour aller où? Et il me regarde, c'est pour aller où? Je le regarde, je lui dis c'est pour aller en Suisse. Il dit pour aller en Suisse. Et je dis coach, on a un match demain. Il me dit toi t'es en état de jouer, tu joueras pas. Moi je ne veux pas te faire jouer. C'est impossible que tu joues demain. Non seulement tu vas aller en Suisse, mais il me dit, et je lui dis je rentre quand? Il me dit tu rentres le jour où tu seras prêt pour jouer. Je lui dis c'est-à-dire, il me dit tu prendras tout le temps qu'il faudra. Mais quand tu reviens, et ça c'est un engagement que tu dois prendre envers moi, quand tu reviens ça veut dire que tu es à 2000% focus sur le club et sur l'équipe. Que ça c'est l'histoire ancienne. Et un entraîneur te dit ça, qui rentre dans une dimension humaine et qui s'intéresse à tes problèmes, il essaie justement de trouver des solutions, de t'aider justement. Moi je l'ai regardé et je me dis coach, demain vous demandez de monter les braises sans bouteille d'oxygène, je le ferai, je le dis. Alors qu'il y a des entraîneurs, même pas je montrais une marche d'escalier pour eux. Voilà, aussi simple que ça. Merci beaucoup, Gali. Qui nous laisse à beaucoup compter, pas que, mais comment, j'aimerais savoir comment, savoir que Gali, qui est aujourd'hui dans le sage, a quand même imposé et que voilà, on a aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. C'est quelqu'un qui mettait des bananes dans les chaussures de ses coéquipiers avant d'entrer sur le terrain, avec l'équipe de France. Olivier Nard, des bananes. Je me faisais chier. C'était drôle, c'est quelqu'un qui a une voiture dans le lac à Clairefontaine. c'est dur à gérer. Donc ce que je veux dire, c'est que et en même temps, tu étais nommé le meilleur pilier du XXe siècle. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a quelqu'un forcément, qui t'a aidé à réaliser ce que tu étais, un trublion, et qui en même temps on a attiré le meilleur de toi? En fait, c'est une très bonne question, tu vois, qu'on me pose assez souvent, mais qui est intéressante aussi à développer. C'est en fait tout le long de ta carrière qui se passe des choses. Aujourd'hui, on parle bien sûr de Guy qui j'ai fait depuis 10 ans. Je pourrais parler aussi de Pierre Verdier, je peux parler aussi de mon premier entraîneur, parce que tu vois, dans ce que dit Manu, et je le remercie parce qu'il y a un côté très authentique, sincère. Je crois qu'on est tous, des débuts de carrière un peu compliqués, difficiles. Moi, je ne vais pas inventer, voilà, j'étais le petit minot du quartier de Toulon qui arrivait à 14 ans d'entraînement en voiture. C'est pas glorieux, franchement. Je ne suis pas allé si loin que ça, mais c'est vrai que tu te dis, mais quel con à l'époque d'avoir fait ça. Et je me rappelle, j'avais une conversation avec Daniel Hérault, qui était venu me voir, mais il me dit, mais non, on ne fait pas ça, les valeurs de l'Ovalie, on ne vient pas. Je dis, mais pourquoi Daniel? Il me dit, mais pourquoi? Tu as 14 ans, je dis, bon, d'accord, je vais mettre en voiture. Alors après, je te viens un peu avec une CBR. Mais en fait, c'est une rencontre. C'est justement ce qui a déclenché aujourd'hui. Tu me disais pourquoi je me cherche à vie. Peut-être parce que je suis père de famille, je suis plus responsable. Mais c'est une belle rencontre. En fait, qui t'a canalisé, surtout. Alors, ce qui m'a canalisé, c'est en fait mon premier entraîneur de vie, qui est toujours qui est un Corse, qui s'appelle Jean-Baptiste Patroni. Et à l'époque, toujours pareil, j'arrive, j'étais un peu le petit caillou. Je dis ça, il y a des parenthèses. Les mecs de toi, ils me choquent, mais putain, Calais aujourd'hui, il y a un entraîneur, c'est un Corse, il va te plier, il va te fendre. Il dit, voilà, ici qui me fend. Et j'arrive d'entraînement, premier truc, je fais une réflexion. J'ai pas vu, écoutez, j'ai vu d'un coup le rideau s'est fermé. J'étais pris de prendre les. Et là, j'ai dit, bon, voilà, je ne vais pas me raconter ma vie, mais voilà, on m'a compliqué, mais comme ça, c'est la vie. Et en fait, j'ai passé toute la nuit à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que je me branlais de ma vie, putain, je sais pas quoi faire. Je suis emmerdé, tu vois, je me dis, putain.
Et je suis un truc que j'ai jamais eu fait avant. En fait, j'arrive, il avait un bar à Toulon, dans le vieux Toulon, et j'arrive, je dis, je sais pas trop, je peux vous parler? Il m'a dit, ouais, allez, viens me parler, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je vais pas avoir besoin de me parler. J'ai dit, voilà, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. Alors, j'avais l'œil comme ça, j'avais l'œil ici. Et j'ai dit, voilà, je voulais m'excuser de ce qui s'est passé hier. Voilà, c'est pas normal. Et il m'a dit juste un truc. Il m'a dit, tu veux faire comme tous tes copains, tu veux être, voilà, le petit cahier, le petit merdeux, ou tu as envie d'être un homme, ou tu as envie de faire quelque chose de bien. Et il me dit, écoute, maintenant tu vas faire ton truc. Si tu as vraiment envie de fonctionner avec moi, si tu as envie de travailler, ben, je te promets que dans quelques années, tu seras en équipe de France. Et je dis, quand même, c'est osé, quoi. Et ça part de là. Ça part de là, j'arrête un peu les conneries, je ne vais plus en voiture, en moto, je vais en vélo. Et c'est ce qui me permet de grandir. Et en fait, quand je rentre sous l'ère Guinoves, la même chose. Tu vois, c'est pour ça qu'on parlait avant juste que Guy arrive, il prenne les commandes du Stade Toulousain. On est une équipe à l'abandon, moi en relâchement total, c'est-à-dire 20-30 kilos de plus, rien à foutre du rugby. Et pareil, on sort dans ce bureau et il me dit, bon, qu'est-ce que je fais de toi? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de dire, franchement, tu fais pas la maille, tant pis, je te laisse partir, tu pars? On se donne comme objectif que dans un an, on est champion de France et tu vas jouer en équipe de France. Et j'ai dit, le mec, c'est la soirée, vous avez le numéro de l'auto, c'est génial, je pense. Et en fait, ça se construit comme ça, c'est construit parce qu'on croit ces gens, Et puis, au-delà de l'affectif, parce que nous, on est des écorchés, c'est ça qui est intéressant avec les sportifs de niveau. Vous avez les écorchés, c'est les gens, c'est les joueurs, les profils les plus agréables, parce que les tordus, c'est pas bon. Les écorchés, ils vont être assignés à blanc, mais c'est quand ils ont quelque chose qui va pas, ils vont vous dire dessus. Et en fait, donc, pour aller très vite, donc on commence la première année, on est champion de France, et je pars en tournée en 94, fameuse tournée en Nouvelle-Zélande. Et là, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, putain, faut que je l'appelle. Et en fait, de suite après mon tournée, donc j'appelle qui? Mon premier entraîneur. Et je l'appelle, je dis, monsieur, alors, il faut savoir que même aujourd'hui, on est très proches, je le vois, j'arrive pas à le tutoyer, j'arrive pas. Et je dis, monsieur patron, c'est le gros et tout, il me dit, c'est un nom. Putain, je suis pris en équipe de France, j'ai joué, voilà, je passe à vous. Et c'est dur parce que c'est une personne qui a tellement compté pour moi, c'est un père. J'ai eu un père malheureusement, mais voilà, j'ai jamais pu lui dire que lui, il avait aussi grosse importance, voilà, c'est comme ça. Et même aujourd'hui, j'ai du mal à le dire, mais aussi. Mais voilà, c'est des gens, comme le disait Manu, c'est des gens qui nous ont accompagnés, qui ont cru en nous, ça c'est important. Et nous, sur le terrain, on se devait peut-être de faire plus que les autres. Chaque fois que j'ai réussi quelque chose, tu me disais que ce soit une récompense, meilleur pays, le monde, un truc comme ça, c'était pas moi, c'était eux. Justement, je disais, tiens, c'est monsieur patron, tiens, c'est Guy, tiens, c'est Pierre. Parce que, pareil, quand ils t'accompagnent, c'est un risque qu'ils prennent aussi. Et voilà, toujours pareil, quand on va chercher, on est un peu des pierres qu'il faut tailler un peu, tu vois, il faut façonner, il faut mettre en forme. Et pour finir sur Pierre Lavillier, pas trop non plus, parce qu'il faut que je rende un hommage aussi, c'est quand il m'amène sur la tournée en 94 en Nouvelle-Zélande, je tombe sur une équipe de fatigués, là, parce qu'à l'époque, il y avait quand même les grandes stars, les légendes, Philippe Sella et tout, et après il y avait l'équipe qui s'appelle de fatigués, parce que c'était les papas du groupe, Olivier Roumat, Olivier Merle, Laurent Cabane, et je vous raconte une belle anecdote, et en fait, on gagne ce premier match en Nouvelle-Zélande, et là je croise Laurent Cabane, qui était un troisième ligne, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, on descend, on doit aller à l'ambassade, et c'est bon, pas à l'ambassade, tu as gagné le premier titre, le premier match contre la Nouvelle-Zélande, c'est bon, on reste à l'hôtel et tout. Et je sais pas, une excès de confiance et tout. Là, je commence à prendre ma douche, comme ça, je commence à me savonner, le rideau qui s'ouvre, puis alors il dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je sais pas, on m'a dit de rester à l'hôtel. Il dit, t'as pas compris. Il dit, t'as rien gagné, mais non, t'as rien gagné, t'es personne, t'as rien fait. Ta vie, elle commence maintenant, ça se construit maintenant. C'est pas parce que t'as gagné que ça y est, c'est fini. C'est le début. Et c'est ces trois personnes qui m'ont marqué, qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière. Et pour revenir si désolé, j'ai eu la chance, tu vois, quand je parle d'Arsène, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné. Quand la première fois que je l'ai rencontré, tu vois, je me suis dit, mais qui c'est cette mouche? Je tournais autour pendant des heures. Si je vais lui parler, je vais lui parler. Et en fait, j'arrive, je le vois, je dis, Arsène, vous pouvez me dire oui. C'est quoi ce secret de votre réussite? Parce que tu sais que moi je joue au Saracen, c'était quand même, quand tu parlais d'Arsenal, c'était
C'était solo, quoi. Et il me dit un truc qui m'a servi par la suite, tu vois, quand je m'entraîne de temps en temps, il me dit, mais Kali, un entraîneur doit être entraîneur. Voilà, ça c'est les grands. C'est pour ça que le côté affectif, le côté humain, le côté passionné, passionnant, c'est énorme, c'est sûr. C'était le petit truc que vous voulez aussi faire ça. Vous l'avez évoqué entre les lignes, ce qui vous a chacun, comme ça entre les lignes, vous l'avez évoqué vos moteurs. On va s'y arrêter 2 secondes et avant on va regarder une petite vidéo. Je vais demander à Léo qui nous aide aujourd'hui du signe d'Europe d'Interaction, qu'on remercie d'ailleurs au passage, de ne pas diffuser la 3e, mais enfin la dernière, de commencer par la dernière en fait, cette vidéo, si tu entends Léo. Voilà. Celle de Kali à Madagascar. On va voir ce qu'on va voir, c'est un extrait d'une série documentaire qu'on a produite et que j'ai réalisé avec Christian et d'autres. Et ce passage, en fait, Kali a emmené deux jeunes basques, 2 joueurs basques, à Madagascar, qui a priori pas de rugby, mais il se trouve que là-bas, il y a des filles qui sont sauvées grâce au rugby, et Kali en a rencontré une, et on regarde cet extrait. Mariana. Et dis-moi Mariana, toi tu es du village aussi? Je suis Vézou, mais pas d'ici. Moi je viens de Tuléar, mais je suis ici pour apprendre le rugby aux enfants. Le rugby m'a permis de changer dans ma vie parce qu'il y a mon père qui est alcoolique. Et quand il est ivre, il rentre chez nous, il bat toujours ma mère. Et moi, en tant que fille, et même mes soeurs, on n'osait pas lui dire parce que c'est notre père. Mais après, grâce au rugby, là, je passe beaucoup de formations et en plus beaucoup au niveau de l'égalité, d'émancipation. Ça m'a poussée. Et j'ai osé lui dire que papa, il ne faut plus que tu fasses du mal à notre mère parce que ça nous fait mal aussi à nous, que c'est pas bien. Et ces jours-là, c'était un peu risqué et difficile de lui dire. Il t'a répondu quoi? Il m'a dit, c'est vrai ce que tu dis et que il va changer et une parole. Jusqu'à maintenant, il ne le fait plus. Et ça m'a rendu fière moi et à lui. Et là, c'est le rugby que m'apporte le plus. Ces changements-là, dans ma famille et dans ma vie aussi. Tiens, mais c'est beau que tu t'accroches comme ça avec le parcours de vie que tu as. C'est extraordinaire parce que moi, franchement, j'ai eu une vie facile. Quand je vous entends parler de vos vies et tout, je me dis que moi, je vis au pays des bisounours. C'est exactement à quoi je pense. Vous entendre dire ça et vous voir là où vous en êtes, c'est exceptionnel. Une émotion. Je trouve que tu as énormément de courage. Énormément de mérite. Du courage et du mérite, exactement. Tu vois, je joue contre des joueurs très très forts. Très très forts. Des John Alomou, des Johnny Wilkinson, des Maguito, voilà, plein d'autres joueurs. Mais toi, je te trouve très très forte. Merci beaucoup. Je vais montrer ça.
illustré, c'est que pour Mariana, c'était la lenteur. Voilà, l'émotion lenteur, et ce qui l'a amené à se dépasser, à aller vers le sport, c'était un besoin familial essentiel. Vous-même, tous les deux, chacun avec votre histoire, vous avez dit des écorchés, moi-même, j'étais un écorché. Et en quoi, si vous pouvez vous raconter ce que vous voulez de tout ça, mais en quoi le sport, pardon, le football, vous a aidé, finalement? C'est mouvant, franchement. En quoi ça m'a aidé? Ça a permis de canaliser toute cette violence, toute cette colère. Et m'a sauvé tout simplement parce que je pense que j'aurais été dans un chemin tortueux et je pense que j'aurais eu de gros problèmes de justice. Tu sais, quand la police vient te chercher à l'âge de 12 ans, à un collège, la gendarmerie vient te chercher parce que tu as braqué avec tes collègues à 12 ans. Je braquais, je rançonnais, dans un patelin en plus. Tu te rends compte? La chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir vécu dans une grande métropole. Avec toute la côté viking normand, ça. Pardon? Ton côté viking normand. Non, mais j'avais des rêves. J'avais des rêves de partir, j'avais des rêves de grandeur. Je voulais vivre la belle vie, je ne savais pas quel chemin prendre, mais en fait, j'avais une certitude, c'est que je ne voulais pas rester en Normandie, je ne voulais pas rester dans la région, alors que j'adore ma région, j'adore ma Normandie. Je voulais faire la une des journaux, je voulais que les gens me regardent et que même pas de soient fiers de moi. Analyser pourquoi ce besoin de reconnaissance comme ça? Je crois qu'on a tous besoin de reconnaissance. On cherche tous une certaine reconnaissance en permanence tous les jours, que ce soit dans le cercle privé, familial, même professionnel. Je crois que c'est très important de valoriser les gens qui sont autour de soi. D'ailleurs, dans les médias, tu es bien placé pour savoir. Nous, la chance qu'on a quand on est sportif, c'est que tous les jours, on a un compte rendu. On a un avis médiatique, on a un avis des supporters, on a un avis de notre propre club. Dans les médias, ça fait des années que je travaille pour les médias français et étrangers, et j'ai des personnes qui viennent te voir pour te dire ouais, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, c'est pas jamais rien en fait. Donc pour répondre vraiment à ta question, c'est que le football m'a changé. La Coupe du Monde, parce que être professionnel c'est une chose, mais arriver à atteindre des objectifs aussi incroyables qu'une Coupe du Monde, on est bien au-delà du sport en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans les Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Quel était ton moteur? Tu l'as évoqué un peu cet après-midi. Moi, j'étais extrêmement passionné par le football. C'était une passion viscérale à tel point que les parents qui étaient perdus avec moi, ne sachant plus quoi faire de moi, me trimballaient dans les maisons de redressement et autres. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais avoir 54 ans, mais pour ceux qui sont de ma génération, vous vous rappelez quand vous alliez au commerce du coin, vous pouviez acheter des martinets avec des lanières en cuir. On pouvait taper les enfants avec. La chance que vous avez les gosses aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est que je pense que mes parents ont compris que le sport était un exutoire, c'était ma peau sautage en fait. J'étais pas un élève un médiocre, j'étais un bon élève à l'école, mais je faisais que le strict minimum. Ça ne me passionnait pas à l'école. Je me perdais mon temps en fait. Je passais mon temps à regarder à l'extérieur ce qui se passait dehors. Et en fait, il s'est passé un événement tragique qui a précipité beaucoup de choses. C'est que quand je suis parti à l'âge de 13 ans à l'AS Monaco avec l'envie vraiment d'en découdre avec moi-même, et surtout d'arrêter de voir ma mère pleurer à cause de mes bêtises, c'est la mort de mon frère sur un terrain de foot qui a précipité tout ça en fait. Je savais que j'allais devenir footballeur professionnel parce que je savais que non seulement j'avais le talent, mais que surtout j'avais le mental pour. Et que j'étais prêt à tous les sacrifices pour y arriver. Quand je voyais mes collègues à 14 ans sortir avec leurs copines, aller à la plage, tout ça, moi j'étais. Soit je m'entraînais tout seul contre un mur, ou soit je revisais au niveau scolaire. Et il s'est passé la mort tragique de mon frère aîné sur un terrain de foot. J'ai du mal à en parler de ça, parce que ça reste toujours très très présent, c'est une cicatrice qui se refermera jamais.
Mais je vais vous raconter comment ça s'est produit, comment je l'ai appris, et qui a été pour moi l'effet déclencheur en fait, qui a géré toute ma vie après ça. Je me trouvais à Monaco chez un ami avec mes parents. Mes parents venaient me voir une, voire deux fois, ils étaient en Normandie, donc descendre à Monaco, c'est traverser toute la France. Et ils étaient présents avec moi, et on reçoit un coup de téléphone chez notre ami, et la personne au téléphone demande à parler à mon père. Donc ça nous a surpris parce que personne ne savait qu'on était chez lui, et comment on a fait de nous retrouver chez lui. Bref, ça a été, déjà moi ça m'a interpellé tout de suite. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Et tout de suite j'ai pensé à mes frères. J'avais mon frère Olivier et mon frère David qui étaient restés en Normandie, qui jouaient dans la même équipe et qui avaient un match à jouer. Moi je suis le cadet de la famille, je suis une fratrie de 3 frères. Et quand mon père prend le téléphone, il s'est passé à peine 10 secondes. Mon père vient d'une génération d'après-guerre où on ne parle pas, où on était taiseux, où on ne montre jamais de signe d'affection pour ses enfants, même si, pour reprendre la chanson de Bifoli, les pères souvent, ils n'ont pas besoin de le dire qu'on aime, il suffit juste de regarder pour savoir que tu père t'aime. C'était un peu ça. Quand j'ai vu mon père après 10 secondes se mettre des coups de tête dans le mur, et que j'ai vu ma mère partir en crise totale, parce que là j'ai su qu'il y avait un problème avec mes frères, et je me suis dit, ah et ça c'est pas bon du tout. C'est la première fois que je voyais mon père pleurer, la première fois que je voyais mon père exploser sur le plan émotionnel. Lui qui a perdu son frère, sa sœur et sa mère dans un même accident tragique, complètement stupide. Donc je peux comprendre pourquoi c'est un taiseux qui ne dit jamais rien. Donc quand il s'est passé ça, j'étais pas encore professionnel, je me suis juré au fond de moi-même que j'allais tout faire pour rendre ma famille fière. Et j'ai pris ça en fait de façon personnelle dans la mesure où mon frère aîné est mort sur un terrain de foot. Et je me suis dit, je suis allé très très loin dans la réflexion. Je ne suis pas vraiment croyant. Je suis très superstitieux mais pas croyant. Et je me suis dit, c'est une volonté divine en fait. Si tu souhaites devenir footballeur et avoir un destin incroyable, là il te faut un sacrifice en fait. C'est comme ça que j'ai raisonné. Et à partir de ce moment précis, j'ai été en mission. C'est-à-dire que dès le lendemain, j'étais plus du tout le même joueur, j'étais plus du tout la même personne à l'entraînement, dans ma vie privée. Ça a eu un changement radical. À chaque match, j'avais toujours les mêmes pensées, je faisais toujours les mêmes gestes. C'était répétitif. À chaque match, j'avais cette volonté de rendre fier ma famille. Et pour la petite anecdote, quand on gagne la Coupe du Monde 98, et que j'arrive avec le petit sac à dos devant Terre Chazal au journal de Vin, c'était en live sur TF1. Et je me rappelle, me fait une allusion sur mon frère, et je suis à 2 doigts de pleurer en fait. Mais je me retiens, et ça ne dure pas longtemps, je pars, je vais rejoindre ma famille. Et là, c'est la 2e fois de ma vie que je vois mon père pleurer. Et il me prend dans ses bras et il me dit, je suis fier de toi. Alors qu'il ne m'a jamais dit quoi que ce soit, il ne m'a jamais eu un geste d'affection, de tendresse ou quoi que ce soit. Et là, je l'ai regardé, je lui dis, la boucle est bouclée. Là, je suis serein en fait. J'ai retrouvé sérénité. En fait, je me suis rendu compte que pendant X années, je courais après ça en fait. C'était même pas pour moi, je ne voulais pas le faire pour moi, je voulais le faire pour ma famille en fait. J'étais en mission, tout simplement. Merci pour la force de ton témoignage. Et tu as eu aussi, tu as transformé ton enfance en humour, en rondeur, je parlais pas de cette rondeur-là, je parlais de la rondeur des personnages. Pas du tout, la rondeur des personnages. Non, Cali, il a cette particularité que partout où il va dans le monde, même s'il ne connaît pas la langue, à un quart d'heure, il est adopté par le pays tout entier. C'est de cette rondeur-là dont je parle. Qu'est-ce qui a fait, toi, qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce qui fait que quand M. Patron, tu l'appelles, il te met une torgnole, tu vas le voir, qu'est-ce qui a fait que je m'excuse, ou qu'est-ce qui a fait que quand tu as fait une connerie,
tu as toujours finalement su où était ton intérêt et ce que tu devais faire. Tu étais toujours à la limite, mais tu as toujours su aller dans le bon chemin finalement. Qu'est-ce qui t'a parlé toi? Je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais t'expliquer pourquoi justement on est arrivé là, pourquoi peut-être parce que ce soir, tu vois, Manu a des mots forts, tu vois, je crois que ça me fait bien si peut-être dire une chose. Et je voudrais pas qu'on fasse, tu vois, le truc qu'on rend la séance un peu lourde, au contraire, c'est des épreuves de nos vies. En fait, pourquoi je suis sorti, je pense m'en être sorti parce que j'ai vécu un petit traumatisme. Et je ne cherche pas le monopole de la souffrance, rassurez-moi. En fait, j'ai vécu pendant de longues années un truc qui m'a rendu dingue. C'était, en fait, j'habitais Toulon. Le dimanche, j'allais au parloir au domaine. Voilà. C'est dur pour un enfant c'était mon papa. Hein. Voilà. C'était dur parce que je voulais pas qu'on m'inflige ça. Alors attention, je ne sais pas ce qu'il a pu faire, un truc, mais c'était dur de dire, putain, mais c'est ça la vie. C'est en fait te retrouver tous les dimanches devant ce restaurant, bouffer ton steak frites et te dire après je vais au parloir, c'est dur parce que tu te dis putain la vie c'est pas ça, t'aspires pas à ça. Parce que tu vois à côté tes potes qui ont une famille cadrée, qui les parents ont leur situation, tu vois, tout roule, tout est normal. Et c'est là où tu doutes. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu couper tout à l'heure, je vous ai fait un peu le début de l'histoire, parce que quand je disais que j'étais un enfant un peu. J'étais toujours respectueux, c'est-à-dire à l'école, j'avais des problèmes, j'ai vraiment manqué de respect à la prof et tout. Mais j'étais tout le temps écorché vif, c'était comme ça, c'est pour ça que je suis arrivé au père Patrick. Et puis, j'en parle aujourd'hui avec peut-être un soulagement, parce que j'avais une norme, c'est très discret, sentiment d'honte, de culpabilité aussi des fois. Pourquoi je me suis construit une réputation un peu de dire, tiens, je garde quelque chose de dur en moi. En fait, j'ai toujours cette image quand c'est fini le parloir, putain, on est venu chercher mon père, et en fait, quand il partait, j'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose. Tu vois. Et je criais, j'ai dit, ah, j'ai dit, non, j'ai 8-9 ans, je vois mon père, non. Et en fait, cette rage, je l'ai mise pas à bon escient, je l'ai mise dans un truc qui n'était pas positif. C'est pour ça que quelque part, si je vois vraiment une seule personne au niveau du pas, la seule, celle qui va me faire basculer du bon côté, c'est M. Patroni. Parce qu'il sait tout ce qu'il connaît même, bien sûr, il connaît l'environnement. Vous êtes resté ce truc-là, je ne veux pas basculer du mauvais côté. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais, tu fais une parenthèse et puis tu regardes dans derrière, tu t'aperçois qu'un quart ou la moitié de tes potes sont plus là. C'est pas top, et puis tu te dis, franchement, je préfère être Comment a réagi ton père quand il a vu la carrière que tu as? En fait, ça a été compliqué parce que je pensais qu'il allait plutôt m'accompagner, m'épauler, et puis c'est dur parce que ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que j'ai basculé automatiquement, c'est dur d'en parler parce que c'est une vie un peu comme de personne. Je m'attendais, moi, tu vois, avec tout ce que j'ai vécu pour lui, je me disais, tiens, il va m'épauler. Et en fait, je me suis retrouvé seul. C'est pour ça que j'ai été un peu. Je fais un repère à un moment donné. Chez moi, c'est exactement ça. Il manque de repères. Est-ce que vous ont emmené vos coachs respectifs à un moment donné? Ouais, mais je pense que certains, c'était pas des coachs. Je pense que c'était plus des salés. Les deux n'avaient pas compris, c'est trop con pour ça, c'était mon père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a choqué du monde. J'aurais plus tendance à dire. Papa, celui qui m'a accompagné, celui qui est mon mentor. Je suis désolé de dire ça, c'est choquant, mais c'est aujourd'hui, quelque part, si on réussit, c'est grâce à ces personnes qui comptent. Mais pour revenir sur la question, c'est justement avoir cette force, et c'est vrai que quand les égards de doute, comme disait Manu, quand tu te dis putain, quand je vois ce qui vient avec aussi, tu peux tout lâcher. Pourquoi je me casserais le cul à faire ça? J'arrête, je dors, je me pose, je ne peux rien faire. Et en fait, c'est un challenge que moi, à chaque fois, quand j'avais des coups de moins bien, ou quand j'avais des doutes et tout, pas vraiment le sien, je veux dire ce soir, en fait, quand j'étais au stade, putain, j'avais des doutes sur moi, je prenais la bagnole, je me faisais 3 heures de route, je descendais à Marseille, et je passais devant les gouvernements. Je passais devant les gouvernements, et je dis, regarde, toi tu pars, remonte et montre ce que tu sais faire. Et je remontais dans la bagnole, tu vois, et je repartais
Alors, c'était des flashs comme ça. Est-ce que ça veut dire que pour arriver au sommet du sommet, je ne parle pas de... on sait très bien qu'il y a des gens de talent qui n'ont pas forcément vécu dans leur enfance et qui réussissent. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut une forme de rage supérieure pour vraiment, au top du top, ça veut dire qu'il n'y a que des gens... Tu connais quelqu'un qui est arrivé en haut? Tu connais quelqu'un qui est arrivé en haut de la pyramide avec une cuillère d'argent dans la bouche? Non, mais je prends notre exemple, par exemple, pour Roland Tamel, qui émerge, ou Thomas Castagnette, qui sont des joueurs qui ont rien vécu de contexte normal, etc., qui arrivent à exceller. Alors après, peut-être qu'ils ne seront jamais champions du monde, peut-être parce qu'il en manquera peut-être ce petit truc, je ne sais pas. Mais est-ce que vous, dans votre expérience, les gens autour de vous, que vous avez côtoyés, que vous avez gagné, il n'y avait pas non plus que des joueurs que je connais, excepté dans le football, mais je connais pas mal de gens connus, des acteurs ou des chanteurs, et la grande majorité ont tous vécu des familles. Le talent vient dans la fêlure, un peu. Ça vient nourrir en fait ton talent en fait. Mais tu grandis avec, tu t'adaptes avec, tu ne verras jamais, ça fait partie de toi intégrant. Et il faut essayer de le transformer en énergie positive, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le rugby. C'est que moi j'ai appris justement des techniques pour développer tout ça. Dès mon jeune âge, personne ne m'a appris, c'est moi qui me suis intéressé à travers la respiration, visualisation, méditation, la respiration, toutes ces choses-là qui paraissent futiles mais qui aujourd'hui sont partie intégrante dans le monde professionnel du sport. Pour moi, ça devrait être justement adapté à n'importe quelle vie au quotidien de n'importe quel individu, parce que ça aide énormément. Et moi, ça m'a permis justement de franchir des barrières psychologiques et de m'ouvrir au monde et de me découvrir davantage. En fait. Je me nourrissais de moi-même. En fait. Moi, j'ai une question parce que tu m'en as posé une tout à l'heure. Justement, Manu, quand tu disais, voilà, on a chacun une face cachée. On ne pas, on ne couvre pas, quand on rentre dans l'émission, on n'est pas salut, tiens, voilà, on ne rencontre pas nos vies. Et justement, est-ce que ça ne fait pas aussi la place dans les vestiaires? Parce que quand tu vois toutes les différences de chacun, c'est-à-dire le jour, c'était avec les 4 Thomas, je dis pas, c'est d'avoir été le genre d'Edad, il a peut-être eu des traumatismes, voilà, il n'en a jamais parlé, mais au contraire, ça a été un exemple aussi. Est-ce que justement, un peu, comme tu disais, les différences, les aventures de chacun a peut-être aussi formé ce groupe, je pense. Moi, je connais la vie privée personnelle de beaucoup de mes anciens coéquipiers au Centre de France 98. Et sincèrement, quand tu connais le parcours de certains garçons, tu te dis, c'est pas étonnant qu'ils soient arrivés aussi loin. Didier Deschamps a une expérience similaire à la tienne. Il a perdu son frère également, Milan Thuram par rapport à son père. Enfin bref, il y a eu des tragédies incroyables. Et ces garçons-là ont su justement se relever. Je reprends souvent une phrase de Rocky, dans le film Rocky Balboa, qui dit souvent c'est con, mais c'est tellement vrai. L'important quand tu es boxeur, c'est pas d'encaisser. L'important c'est pas de taper, de savoir taper fort, c'est de savoir encaisser, de continuer à avancer. Mais pour moi, c'est la définition même de la vie. Elle nous challenge tous les jours, du matin au soir, encore plus dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors justement, pour ces derniers thèmes, et après on fera une question-réponse à préparer. Elle n'est pas timide à la fin, on a la chance d'avoir deux personnes hyper authentiques et sincères au fil du temps. Il y a un dernier point, parce que pour ramener notre vie ici à Tarasson, et le même travail au quotidien avec... il y a plein de choses que vous évoquez du monde pro, ce qu'ils a apporté, qui sert aussi à notre échelle, nous, du monde amateur. Pourquoi nous, bénévoles, on nous va la semaine, pourquoi on a ce besoin de partager, de transmettre, pourquoi ceux qui jouent aussi. Pour ça, on va regarder le dernier extrait, Léo, si tu veux bien, merci encore, je vous le aussi. C'est un extrait d'une série documentaire qu'on a fait avec Manus, celle-là, qui s'appelle Passe décisive, et à Saint-Denis, en région parisienne. Contrôle. Oh. C'est moi. Fini. Il n'y a pas eu beaucoup de buts quand même. Je sais pas quoi vous dire en fait. Parce que vous avez des vies compliquées, la majorité d'entre vous, même quasiment tout le monde. Des horaires de travail très compliqués, une vie de famille compliquée pour beaucoup.
Moi, ce que je vous compreniez, c'est qu'il y a des gens ici, ce sont des bénévoles. Vous aussi, vous venez ici pour trouver quelque chose. Ne lâchez pas ce truc. Parce que ça va vous amener beaucoup de choses pour vous en tant qu'individu. Il y a une saison qui va se jouer rapidement ici. Moi, ce que j'attends de vous, en fait, c'est que vous soyez honnête avec vous-même. Et que vous soyez honnête avec les gens avec lesquels vous travaillez. Mais soyez vraiment honnête. Il faut de la rigueur, il faut du respect, les gars. Vous ne pouvez pas appeler une heure avant un match en disant finalement je viens plus, quoi, et laisser dans la merde vos collègues, vos entraîneurs et les présidents. Mais regardez-vous vraiment droit dans les yeux, dans la glace, les gars. Posez-vous les bonnes questions et trouvez les bonnes réponses. Je ne vais pas vous dire que demain vous allez jouer au Stade de France. Soyez sérieux, impliqués et honnêtes. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, c'est tout. Demain à l'heure, les gars. 19h. Moi aussi je veux parler, tu vois, parce qu'il y a des gens qui veulent. Non, je rigole. Tu veux parler, vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire? Quoi à dire? Justement, alors ce que tu viens chercher toi ici, tu joues? J'aime trop le foot, moi. T'aimes trop le foot? Ouais. Tu viens tout le temps à chaque fois? Non. Pourquoi? T'as des problèmes personnels, t'as des problèmes, c'est compliqué ta vie? Quand même. Je veux pas me plaindre, mais voilà, c'est pas facile. Tu crois que t'es le seul à avoir une vie compliquée? Non. Ah non, loin de là. On est beaucoup. Alors lâche pas. Tu t'en fous en fait. T'es sûr? Il faudrait. Tu vois, cette année, je me suis dit que je vais venir sérieusement. Mais je pense que je vais vraiment venir sérieusement. Non, sérieusement. C'est pas une question de nombre. Tu peux même enlever la moitié de l'équipe. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont conscients. Mais ils en ont rien à foutre. T'as vu, tu t'as vu comment t'es? C'est pas trop bon. T'es balade, c'est pas entraîné. On en reparlera dans un mois. Entre toi et moi, Il m'a dit qu'il voulait être impliqué cette saison. C'est ce que tu m'as dit. Ouais, et même attends, je te le dis. on verra dans un mois. Et si je suis là tout le temps? Pas dans un mois. Bah, t'as raison, j'arrête. Quand les bambis. Mais je sais que j'avais raison. Tu là? Polo. Bonhomme te parle. Demain, on essaie de se voir. Je te donnerai quelques conseils. Ok? Bon, à demain. Ouais. L'idée de ce, je ne sais pas si on peut le revoir encore quelques temps, je sais pas qu'il est sur la plateforme RMC, on ne sait rien. On a raconté c'est l'histoire du Cosmos de Saint-Denis, dont le terrain est juste en fait le Stade de France. Donc vous avez d'un côté le Stade de France qui est le lieu du sommet du sport français, et à côté un club de Baltram qui est en galère, qui joue juste à l'ombre du Stade de France. Justement, la série s'appelait Place décisive, espoir perdu à l'ombre du Stade de France. Oui, ils avaient des serpents dans le vestiaire, c'était très drôle. En tout cas, on a passé 2 mois super là-bas. Et en fait, ce qu'il faut, c'est-à-dire que ce que vivent là-bas les gens à Saint-Denis dans un contexte, c'est exactement ce qu'on vit aussi nous ici dans un club amateur. Et il y a des gens du club de foot ici, de Terrasson, de Montignac, etc. On vit tout ça, l'utilité qu'on y trouve, les problèmes qu'on y rencontre aussi. Qu'est-ce que vous avez gardé de vos jeunes années, toi, à l'ES Arca Bataille en Normandie? Et toi, tu as connu aussi, alors tu as connu le rugby amateur parce qu'il n'était pas encore professionnel aussi. Qu'est-ce que vous en avez gardé dans votre carrière professionnelle ensuite, et puis dans la vie, et le lien que vous avez gardé avec aujourd'hui? Moi, je suis toujours en contact avec certains des joueurs à qui j'ai commencé ma toute jeune carrière en club amateur. Également en contact avec certains joueurs à qui j'étais au centre de formation, qui n'ont pas eu de carrière professionnelle. Pour répondre à ta question, c'est tout simple en fait. C'est une question que je crois que c'est le monsieur qui m'a posé tout à l'heure la question. Tu peux prendre tous les milieux professionnels du sport, on est tous issus du monde amateur. Et je ne comprends pas, ça c'est un autre débat, que les institutions aujourd'hui, notamment au niveau fédéral, soient si éloignées de leurs responsabilités et de leurs prérogatives en fait. Le monde pro rend pas assez. Non, le monde pro rend beaucoup, mais ce sont le système fédéral en fait. Pour moi, à inverser les rôles en fait. Ce sont les gens aujourd'hui qui sont au service de ces entités alors que ça doit être l'inverse. Un peu à l'image du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc pour moi, le monde amateur représente énormément de choses, même si le monde amateur n'est que justement le dernier étage de la fusée
du monde professionnel et qui de plus en plus prend le même chemin, les mêmes dérives. J'ai été pendant de nombreuses années au contact du foot amateur après la fin de ma carrière et j'ai constaté qu'il y avait des dérives qui pour moi ne me plaisaient pas du tout. Donc je n'oublie pas du genre. Aujourd'hui tu vas sur les terrains amateurs le week-end, c'est pas surprenant d'entendre des parents insulter l'entraîneur parce que leur gamin ne joue pas, ou de mettre la pression sur un arbitre, aujourd'hui on est là, c'est-à-dire que aujourd'hui les gamins qui sont amenés dans le football, la grande majorité, on les amène dans le foot, je me demande si c'est vraiment leur choix, leur décision personnelle, ou si c'est simplement les parents qui les poussent à obtenir un billet de loterie pour l'avenir. Nous on rentrait dans le sport par passion, et on jouait avec passion. Le jour où tu perds ta passion, tu deviens un joueur médiocre, un joueur lambda, où tu vas peut-être flamber sur une année, mais tu vas être une étoile filante. Après, tout le monde peut pas être international, c'est pas l'enjeu. Tous les grands joueurs, tous les grandes personnes, les grands musiciens, les grands chanteurs, ils ont tous un dénominateur commun. C'est la passion dans l'art dans lequel ils excellent. C'est viscéral. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas de l'alimentaire. C'est beaucoup plus que ça. Quand je disais tout à l'heure que quand je rentrais de l'école, mais ma mère était obligée d'aller chercher dans le jardin parce que je passais mon temps à jouer après avoir fait mes devoirs, mais à une vitesse hallucinante. Je jouais avec un ballon, avec une sphère, tout ce qui représentait une sphère, je jouais avec, que ce soit une balle de ping-pong, une orange, un citron, n'importe quoi, mais une boule en papier avec du scotch. Je passais mon temps à répéter les gammes, répéter des gestes tellement précis que ça, des fois, je gagnais tous les concours Coca-Cola quand j'étais jeune parce que tous les jours je faisais ça. C'était passionnant pour moi, j'étais passionné par ça. Tu ne peux pas avancer dans ta vie de tous les jours si tu n'es pas passionné. Tu ne peux pas avancer dans ton couple si tu n'es pas passionné par ta femme et réciproquement. Tu ne peux pas avancer professionnellement si tu n'es pas passionné par ce que tu fais dans ton job. Tu sais que de l'alimentaire, tu vas stagner, tu vas... Pour moi, je suis désolé, mais de parler comme ça, je vais peut-être choquer les gens, mais ça, c'est l'armée médiocre, ça, pour moi. Moi, je ne veux pas avoir une vie médiocre, je ne veux pas avoir une vie de monsieur tout le monde, je veux une vie différente. Je veux, et pour faire ça, il faut se donner tous les moyens d'y arriver, il faut préserver sa passion. Je dis toujours que l'essence que tu mets dans ton moteur, c'est ta passion, en fait. Et ta passion t'amène à des étages que même toi-même, tu n'aurais jamais imaginé. Donc, c'est ce que j'essaie de dire à mes gosses, en fait. Je ne m'attendais jamais à rien de qui que ce soit, parce que personne ne vous donnera rien. Tu veux quelque chose, tu te sors les doigts, je pense, et tu fais, tu retrousses tes manches, et tu vas au turbin, et tu fais tout pour y arriver. Si ça concerne les clubs amateurs, parce qu'on a aussi la vie de... Oui, mais même les clubs amateurs aujourd'hui, dans le football, ils ont la tête qui tourne avec les répercussions financières que tu peux avoir lorsqu'ils ont formé un joueur. Je l'ai vu avec Kylian Mbappé Bondi, je l'ai vu avec Griezmann également. Tu cites quelques cas, mais je vais mon ami William Lachez à Contignac qui n'a pas la tête qui tourne. Fort heureusement, il y a encore des gens qui ça aide considérablement justement à développer toutes ces activités dans les clubs amateurs. Mais moi, c'est le constat que je fais. C'est qu'aujourd'hui, on amène les gamins dans le football, peut-être pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui t'est resté du à part que tu ne devais pas déclarer au fisc ce que tu gagnais? Alors pour rassurer tout le monde, on ne gagnait pas ce qu'on gagnait peut-être en fin de carrière. C'est une bonne question encore une fois parce que justement il y a eu un moment où on s'est perdu quoi. Concrètement, quand on sait que le rugby, l'évolution du rugby, il a commencé, notamment pour moi, j'étais amateur, après semi-pro et après pro. Je pense que dans la période où on a été semi-pro, c'est-à-dire à partir de 95, quand la Coupe du Monde 95, je crois que les clubs, bien sûr le top 14, le top 2, bon, ça commence comme ça, sont partis sur une course à l'armement, parce qu'il y avait des droits télé, parce qu'il y avait plein de choses, voilà. Et je crois qu'il y a eu non pas des dérives, je crois qu'on a délaissé rapidement le club amateur. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a revu un peu sa vision, surtout changer de fusil d'épaule, et on revient de plus en plus au travail, justement, on disait avec Manu, le respect du travail des clubs amateurs, parce qu'on le voit, tous les grands joueurs aujourd'hui de l'équipe de France sont très attachés à leur club d'origine. On le voit avec des choses qui ont été symboliques, mais ça a été bien aussi de le faire, de le mettre. Déjà, ça prouve qu'on a déjà
grand chemin quand on voit que la Fédé a marqué tous les, notamment sur le numéro de maillot, le nom de tous les clubs amateurs, ça c'est un premier signe. On sait que voilà, le travail est dur, c'est pas évident, parce que de travailler pour un club amateur, ça demande plus de temps que dans un club professionnel. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, les clubs professionnels ont repris conscience, depuis pas mal de temps, qu'en fait, aujourd'hui, il faut aller vers ces clubs amateurs. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on le voit, tous les clubs, que ce soit le Stade Toulousain, je pense que vous aussi aujourd'hui, avec le RCT, parce que le RCT, c'est un exemple parce que je travaille aujourd'hui pour eux, ils ont créé un programme qui s'appelle RCT Passion. RCT Passion, justement, ils ont, avec leur club partenaire, les clubs partenaires, c'est que les clubs aux alentours du RCT, ça s'appelle des clubs de Fédéral 2, de Fédéral 3, et en fait, au niveau de 2 fois par mois, ils prennent 1 ou 2 joueurs, plus encadrement, et ils vont faire des sessions d'entraînement. En immersion, directement dans les clubs amateurs. Ça c'est bien, c'est pas de dire justement qu'à une certaine époque, et je sais plus, tu parlais des personnes qui étaient dans le club amateur, il y avait ces grands clubs qui arrivaient, qui pillaient les clubs amateurs, qui ramassaient tout le monde, merci bonsoir, et il y avait un retour. En fait aujourd'hui il y a plus d'intelligence, je crois, il y a de la communication, même si ça reste des fois un peu tendu, et justement c'est le truc sur lequel il faut tendre, c'est-à-dire justement accompagner, aider ces clubs amateurs, parce qu'on sait que c'est dur, c'est bien. Et puis, pour revenir à ce que je disais, notamment sur l'envie de partager. On a eu les prémices sur alors je ne veux pas donc leur manquer de respect, quand on dit les clubs amateurs, quand on a vu un peu l'histoire de Thomas Ramos avec le Stade Toulousain, quand il n'y avait pas de temps de jeu, il a dit tiens, je parle en pro des deux. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs qui vont justement prêter leurs joueurs, que ce soit en national ou un truc comme ça, pour les récupérer quelques temps après. C'est important parce que on a eu des catastrophes, je pense. On a eu des catastrophes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu il y a quelques années aussi un rôle important dans un club de rugby, et on a eu des garçons qui venaient en fait, qui partaient de petits clubs, qui venaient dans un grand club, qui ne faisaient pas la maille, et ça ne marchait pas, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Automatiquement ils arrêtaient de jouer. Ils ne voulaient plus, parce qu'ils disaient c'est la honte, je ne vais pas rentrer chez moi dans mon club. Voilà. Et ça, je ne sais pas de bêtises, on a eu des cas, beaucoup de cas par rapport à ça. Donc c'est important, pour revenir à ta question, oui c'est important, il faut qu'on est sur le haut de la pyramide quand on est dans un sport professionnel, mais en fait le socle, la base un peu de notre sport, ça reste le club amateur. Et je sais que c'est pas évident pour eux, parce que bon, vous savez, aujourd'hui je ne suis pas attaché à un club à part le RCT sur la partie communication uniquement et pas sportive, mais c'est vrai de temps en temps, quand en habitant à Marseille, on m'appelle, on me dit tiens Khalid, viens nous faire un peu la mêlée. Tout le temps, les premières discussions qu'on a, c'est putain c'est dur, on en chie, c'est difficile, on n'a pas de partenaire, c'est compliqué. Les structures c'est déjà la base de tout, quoi. C'est-à-dire que quand on voit dans le gamin là où ils s'entraînent, là où ils se changent, mais sans eau, sans rien, il n'y a même pas un petit conteneur qui est un peu clubhouse et tout. Franchement, tu parlais, tu disais justement la passion, il faut l'avoir. C'est pas de la passion qu'ils ont, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est ouais, peut-être aussi, mais c'est surtout, je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer dans cette voie-là, et justement, continuer d'être, on dit, voilà, si c'est vrai, si c'est la vérité, quand on dit le rugby, vers Valbourg, on va y avoir, Tu sais, pour répondre, on va passer aux questions. Pour répondre à une seule phrase, moi, je vais répondre à ta question par une question. Est-ce que tu penses que le monde professionnel du sport, dans son intégralité, peut subvenir sans le monde amateur? Et là, c'est possible. Demain, si le monde professionnel disparaît, le monde amateur continuera. Après, ce qui est difficile, quand le monde amateur disparaît, il n'y a plus de monde professionnel. Non, évidemment, mais ce qui est compliqué, c'est d'arriver justement à créer un cadre de lien qui existe un peu. Je fais des analyses de formation et des choses, mais bon, je vais m'arrêter là parce qu'on est 20h30. Non, c'est patient. Et c'est passionnant qu'il y ait des gens qui se... Je voudrais que les gens, c'est un débat en soi, et je voudrais que les gens puissent poser des questions. Le micro est disponible. Je vous l'amène. Qui a des questions? Oui. Je vous demande de vous présenter à chaque fois. Bonsoir à tous. Jean-Yves Émile Terrasson. J'ai joué au rugby et on a eu quelques séquelles. Moi je voulais que vous parliez, parce qu'après avoir été au sommet de l'affiche, quand vous avez arrêté votre sport, et de ce que vous êtes devenu,
quelqu'un de beaucoup moins dans les médias, et quelqu'un, on va dire, presque anonyme. Moi, je restais marqué, il y a quelques années, parce qu'il est arrivé à Marc Cécillon. Parce que Marc Cécillon, c'était un peu, on appelait le monsieur propre. À l'époque, il n'était pas cool, il avait extraordinaire, et il a sombré après. Donc, comment avez-vous géré, vous, le fait de passer de la grande lumière à plutôt l'anonymat? Si tant est que vous soyez anonyme, mais le fait de peut-être ce stress au quotidien, de vouloir prouver quelque chose. Déjà, merci pour la question, et pour répondre aussi avec beaucoup de transparence. C'est pas évident. C'est pas évident quand on est aujourd'hui joueur professionnel, de dire justement comment je prévois mon après-carrière. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que quand on en parle entre nous, c'est vrai qu'il y a le pays blues, je pense qu'il y a le rugby blues aussi. C'est vrai que pendant un laps de temps, un temps qui est même assez important, il faut de suite le digérer, quoi. C'est-à-dire qu'on a passé pendant 18 ans, 15 ans, peu importe ce qui se passe, dans un monde où tout va bien, tout est aseptisé, où on est voilà, en permanence 30 mecs, on sort ensemble, on mange ensemble, puis du jour au lendemain, quand ça s'arrête, on va le téléphone, il vous appelle, il n'y a plus rien. Les mecs qui vont en boîte, ils vous appellent plus. C'est comme ça, c'est la vie, c'est dur, mais je crois que c'est surtout de voir aujourd'hui, parce qu'on a eu des cas malheureusement très difficiles, comment ça s'est passé pour notamment la pré-rugby. Je trouve qu'on a un rôle important aujourd'hui d'accompagnement, notamment pour la future génération, parce que nous, bon, c'est plus facile d'en parler parce qu'on a été des joueurs plus réactifs, mais c'est vrai que certains, comme Manu, comme moi, on est rentré dans les médias, on a fait, voilà, mais chacun a plus ou moins préparé sa sortie. Moi, pour être, encore une fois, dans le thème, j'ai voulu, après 18 ans de bon évoluer service, prendre du temps et surtout profiter un peu de la vie. Alors c'est un peu exagéré de dire ça pour certains, de dire, mais en fait, quand on est joueur de rugby, on va à l'entraînement, on va à l'hôtel, on fait le match, on va à l'entraînement. C'est très bien, attention, vous ne m'entendrez jamais dire du mal de mon sport, mais c'est vrai qu'après ces 18 ans de bon évoluer service, c'était de dire, ben justement, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 2 ans où j'ai coupé pendant 2 ans. Et là, je disais, je ne sais plus à qui j'en parlais, je disais, ben justement, c'est de rencontrer des gens qui m'ont toujours passionné, de discuter avec eux, de préparer, voilà, et de voir un peu ce que je pouvais faire. Bon, alors, entre-temps, il y a bien sûr M. Benoît Pincilly qui est venu me chercher, qui m'a dit, juste avant ma fin de carrière, Benoît, c'était en 2008, en me disant, est-ce que tu voudrais pas devenir consultant? J'ai dit, écoute, Benoît, je ne sais pas si j'ai le talent pour le faire. Alors voilà, ça a été une belle aventure. Mais pour revenir sur aujourd'hui la jeune génération, je crois qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on leur demande beaucoup. Quand on va dans les centres de formation pour les clubs, c'est assez exigeant aujourd'hui. Nous, on est passé, on ne demandait pas à l'époque, tant mieux. On a des diplômes, il ne fallait pas avoir le bac. Donc je peux vous dire, il y a un gros contingent qui est passé outre. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est aujourd'hui, voilà, peut-être les accompagner vraiment sur ce point-là, parce qu'on voit le rugby devient plus exigeant, plus intense, plus fort, et c'est vrai qu'on peut avoir des joueurs à tout moment qui peuvent avoir des pertes de licence. J'ai justement préparé un peu cet avenir, et de dire, je crois que certains l'ont compris, de dire déjà, dès aujourd'hui, même à un âge qui est assez jeune pour moi, 26, 27 ans, de dire, ben justement, on prépare avec des formations qui peuvent se faire sur du long terme. Manu, tu aimerais dire là-dessus brièvement pour qu'on puisse. Pardon. Si tu veux dire un mot là-dessus, brièvement. Moi, je pense pour reprendre la phrase d'un célèbre dramaturge britannique qui s'appelle Shakespeare. Il disait être ou ne pas être. Mais moi, j'ai plus tendance à dire être et ne plus être. Donc, comment on arrive à survivre à ça? C'est un sujet de baccalauréat, vous avez 2 heures. Non, c'est. On peut rappeler une stat. À partir du moment où quand tu as la chance d'avoir une belle carrière, que tu es allé au bout de tes rêves, je crois que la vie reprend ses droits derrière, en fait, tout simplement. Il ne faut pas s'accrocher à son passé. Il ne faut surtout pas non plus accorder trop d'importance aussi au regard que vous portent les gens, parce que ça peut vous enivrer et vous allez dans des sphères un peu où vous perdez un petit peu les pédales. Moi, j'ai eu le melon à un moment donné aussi, mais c'était avant la Coupe du Monde. Heureusement, j'ai vécu cet épisode-là, mais pour reprendre concrètement à partir du moment où vous avez atteint une certaine sérénité, vous êtes en paix avec vous. Donc, ne recherchez pas nécessairement la célébrité,
ou être reconnu dans la rue. Moi, il y a souvent une phrase qui ressort, je crois que c'est pas Michel Audiard qui disait « Pour vivre heureux, il faut vivre caché ». Je dirais que c'est pas l'apanage que j'en fais parce que partout où je vais, je suis reconnaissable et je suis facilement identifiable. Mais à chaque fois que les gens viennent me voir, je vois l'émotion qui jaillit dans leurs yeux. Je n'ai pas participé à une grève dans un bus à Naïsta pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud sur les terres de Nelson Mandela. Non, on a réussi une épopée incroyable et on a réussi à prendre dans la main tous les Français et Françaises. Et c'est ça qui est pour une fierté. Donc cette sérénité, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec mon papa. Avoir le sentiment, bah, ça y est, on a fait ce qui devait être fait. Et on va passer à autre chose. Et pour répondre à une question, parce que Camille m'a posé aussi la question tout à l'heure, pourquoi tu ne deviens pas entraîneur? Beaucoup de mes anciens coéquipiers me tensent à chaque fois lorsqu'on se retrouve. Ils me disent que j'ai toutes les qualités pour être un entraîneur, je le sais, mais je n'ai pas envie tout simplement parce que je vais être entraîneur de mes enfants. Pour moi, la vie est plus importante que le football, tout simplement. Et on en prendra deux autres. Bonsoir, je m'appelle Louis Gesselon. La question qui me vient après cette interview, c'est à quel moment de votre carrière, vos deux carrières respectives, vous vous êtes dit, ça y est, j'ai réussi ma carrière, ou du coup à l'inverse, quel regret vous avez? Merci. J'ai pas entendu la fin, pardon. En gros, à quel moment tu t'es dit, j'ai accompli ce que je devais accomplir, et est-ce que tu, au contraire, tu as eu quelques regrets? On va commencer par la première, c'est surtout quand tu es en fin de carrière. Quand tu fermes ton vestiaire, tu sais, quand tu ranges tes crampons, c'est là où tu te dis, l'histoire c'est fini, se finit bien, avec plein de choses dans la tête, avec bien sûr des histoires, des anecdotes, et puis des moments incroyables. C'est vrai pour ceux qui ont eu la chance de gagner des titres, des championnats, des tournois, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est plutôt en fin de carrière, tu vois, pas à un moment donné comme tu peux l'avoir quand je te le souhaite un jour être champion. Moi, ça m'avait manqué quand tu vois que les gars avec qui tu as joué continuent à jouer, gagnent encore des titres, tu dis merde putain. Ben, c'est le parfum du vestiaire, c'est l'ambiance quand tu rentres, quand tu sens que c'est chargé, quand tu sais comment ça se passe, quand il n'y a pas un bruit, des gens, les garçons commencent à se faire masser, il y a cette odeur de camphre, de pommade qui embaube le vestiaire. Ouais. Non mais c'est vrai, et puis les mots forts que tu as juste avant d'entrer sur le terrain. Ça c'est les bons moments que tu vis effectivement quand tu es joueur. Et pour revenir, si j'ai eu un regret dans ma vie, ouais, j'ai eu un regret dans ma vie. Je pense que j'en suis pas fier parce que je pense que j'étais le précurseur par rapport à Zinedine. C'était mon fameux coup de pastèque de la Coupe du Monde de 99. En plus, Benoît, je dois le dire merci, il m'a fait rencontrer quelques années plus tard un Fidjien qui faisait 165 kg et quand j'ai voulu lui filer un pastèque, il s'est retourné, je l'ai pris dans l'épaule, j'ai pris l'électricité de la tête jusqu'au pied. Là, j'en étais pas fier, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, notamment du fait de dire à un moment j'ai travaillé l'équipe. Voilà. Et j'ai eu cette opportunité pour revenir sur une petite histoire et une anecdote sur les terrains favorables qu'on a pu faire ensemble avec Benoît. Une fois, il m'amène au Fidji et au-delà de la belle histoire qu'on a vécue là-bas, un petit cali, j'ai un truc. Et il m'a amené Big Joe, donc il n'a pas changé, il fait 180 kg maintenant. J'ai essayé de lui refiler des coups de pastèque, ça n'a pas marché. Ah, j'en ai pris aussi, mais voilà. Si j'avais, pour répondre à ta question, effectivement, un bon moment et un mauvais moment, je vais te les citer. La question. Je vais être rapide, j'ai pas vraiment de regrets dans ma carrière de footballeur, même si j'ai des déceptions. J'ai plus des regrets dans ma vie privée en fait. Voilà. Oui, bonsoir, Dominique Bousquet. Vous nous avez donc dit que vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, et que vous avez eu beaucoup de handicaps dans la vie pour réussir, vous avez beaucoup travaillé, que vous avez eu la chance de rencontrer des hommes qui
vous ont permis de devenir aussi des hommes, mais des femmes. Mais la première, pourquoi un jour, à quel âge, vous avez pris une licence dans un club? Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans le milieu du foot? Puisqu'apparemment vos familles, c'était pas tout à fait ça qui allait vous pousser. Donc c'est bien vous un jour qui avez décidé un engagement. Comment ça s'est passé pour rentrer dans les clubs et gravir petit à petit? Comme Félix en fait. Je suis tombé dans la marmite. Toute ma famille était sportive. Mes oncles étaient des grands sportifs également. Ils ont représenté, ils ont été des champions au niveau régionaux dans différentes disciplines, notamment le tennis de table ou le judo. Et nous, avec mes frères, on était des mordus, des dingues de football. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si tout le monde se rappelle de la Coupe du Monde, ce fameux match entre l'Allemagne et la France, avec Schumacher qui emplâtre Battiston, tout le monde se rappelle. Ce jour-là, j'ai cru que je voulais en découdre avec les Allemands en fait. Je cours autour de la maison à tel point que mes parents n'arrivaient pas à me calmer. Donc j'étais baigné très rapidement, en plus avec mes frangins, comme j'étais le cadet, je prenais souvent des torgnoles, on se battait souvent. Et on faisait des matchs improvisés dans le salon, on cassait tous les vases. Enfin, c'était un enfer pour ma mère. Et en fait, c'était mon premier match, je l'ai joué sans licence. J'ai accompagné un de mes frères, David, qui lui il a 2 ans de plus que moi, était déjà licencié. Et, je devais avoir 6-7 ans à l'époque. Et l'équipe adverse, il y a eu une défection de dernière minute. Et d'un commun accord, avec mes parents, avec les dirigeants, avec les 2 équipes, ils m'ont demandé si je voulais jouer dans l'équipe adverse, face à mon frère. Que j'avais l'habitude, on se mettait des pains à chaque fois dans la maison en permanence. Et ça n'a pas traîné en fait. J'ai joué pour l'équipe adverse, on a perdu face à mon frère, et je suis sorti avec un œil au bord noir du match. Ça a été mon premier match, je suis tombé là-dedans comme ça. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Je peux répondre? Ah oui, bien sûr, pardon, excuse-moi, bien sûr. Moi je vais être comme Denis, je vais faire rapide. Moi c'est un accident aussi, parce que je joue au foot. Je jouais pire que ça, j'étais le gardien. Je prenais en moyenne 10 buts par match. Et l'entraîneur, chaque fois, il venait me voir, il me disait, bon, pour vous donner déjà la dimension, je faisais 13 ans. J'avais 13 ans, pardon, je faisais 1m75 et 95 kg. Et il me disait, mais il faut que tu ailles au rugby. Je disais, mais non, rugby, moi ça me plaît pas, c'est un truc pour les par jour, j'ai pas envie et tout. Et en fait, c'est ça, c'est passé que finalement, un jour, mes potes sont pas venus me chercher pour le foot. J'ai mes potes du rugby qui passent, ils disent, allez, viens, le gros et tout. Je dis, non, je vais pas, le truc de merde, là, j'ai pas envie et tout. En fait, j'y suis allé, je me suis fait vacciner. Et voilà, c'est du premier jour où je suis rentré sur le terrain, je me suis fait matraquer par les mecs. J'ai dit, putain, c'est un sport de dingue, j'adore. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va s'arrêter là. Il est 20h45. Si Didou, tu es par là? Oui. Si tu veux bien venir avec Benoît et Bisouille, s'il vous plaît. Savoir que dans les gens qui s'engagent comme ça, David, c'est celui qui a repris le club lorsqu'il est monté. Et quand c'est des amis d'enfance, je fais à mon tour, et puis plein d'autres qui sont là au club aussi aujourd'hui. On a un petit cadeau pour vous. Alors j'ai vu qu'on a l'honneur d'avoir Xavier Ric, directeur général du club, qui a en même temps aussi le coach et la passion de joueur, aussi Guillaume Galtier, je crois qu'il est pas mal. Voilà, merci à vous d'être venus aussi. Je remercie Jean Bousquet, bien sûr, pour le cinéma, tout ce que vous faites pour le club, Dominique Bousquet également, la communauté commune qui tout soutient également. Donc, merci à vous tous. Moi je tenais que les copains soient là, parce que le sport c'est une histoire de copains. C'est pas facile de s'occuper d'un club, même en étant pote. Ça pose beaucoup de questions. Moi ce que je voudrais dire, c'est que y a un truc qu'on n'a jamais oublié dans tout ça, même les moments où on s'est engueulé, on s'est limite, voilà, parce qu'on ne partage pas toujours la même vision, mais on n'a jamais oublié l'important, l'intérêt supérieur. Les autres, c'est pas nous les importants. Et je tenais à ce qu'ils soient.
Non, encore plus que l'amitié, c'est pas nous, c'est ce club à 117 ans, nous on n'est rien. On transmet, on fait ce qu'on peut, c'est le club qui est important. Ouais, c'est ce qu'on va faire pour les autres. Alors, vous aurez 2 maillots chacun dans la journée du coup, parce que Xavier Ric vous en a remis un et les dirigeants du salut vous en ont remis aujourd'hui. Mais ce que vous aviez avec celui-là quand même bien plus beau. Voilà, enfin, chacun si vous voulez remettre à Camille et à Lucie. Pour la taille, je pense que ça devrait passer, je suis pas sûr, mais... Et vraiment un grand merci à tous les deux, vraiment du fond du cœur, pour votre gentillesse d'abord, pour être venu ici à Terrasson. Maintenant tu connais. Je vais raconter quand même que Manu pense arriver à Biarritz ce matin. Et Cali, et alors des la plus noire, et lui, la plus noire à Terrasson qui n'existe pas. On était bien partis. Vraiment merci du fond du cœur pour votre générosité, pour votre gentillesse. J'ai eu la chance de travailler avec vous pendant de nombreuses années et je suis heureux que vous soyez mes amis aujourd'hui. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci d'être venu chez nous, d'avoir été aussi sincère dans nos propos. Et je pense qu'on peut vraiment les... à ces 3e rencontres de l'USCT. L'événement continuera, l'USCT continuera à se développer humblement, mais on va en dur, avec votre soutien, partenaires, élus, et puis bénévoles, sans qui le club c'était juste rien du tout. Merci à tous ceux qui des fois en ont marre, veulent arrêter, et qui malgré tout continuent parce que les autres sont importants. Et je fais un petit salut à Rémi qui est là, qui est un éducateur qui a compté pour moi et pour beaucoup de Terrassonnais. Éducateur de football, on va pas parler d'ici, mais qui fait partie des gens, il y en a d'autres ici aussi, hein, mais il y en a d'autres, mais qui sont ceux pourquoi nous à notre tour on essaie de transmettre. Merci beaucoup René pour ce que tu as dit.